Alors, je reprends où est-ce qu'on en était, un petit résumé de la semaine dernière. Donc, l'idée, c'est de parler de l'émergence des questions sur la vie, sur le bonheur, sur qu'est-ce que la vie bonne, le sens de la vie dans la philosophie. Et ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que si on reprend au tout début de la philosophie, les premiers philosophes s'intéressent pas spécifiquement à ces questions. Donc, je vous dis, les philosophes présocratiques s'intéressent principalement aux questions physiques, sur le monde naturel. L'idée, c'est que Socrate constitue un jalon important parce qu'il est le premier à dire, et si on donnait autant d'importance, si on traitait les questions sur comment vivre sa vie avec le même sérieux et les mêmes méthodes qu'on utilise pour étudier le monde, puisqu'après tout, c'est des questions quand même plus importantes, du moins aux yeux de Socrate. Donc on trouve dans l'œuvre de Platon, dans ce qu'il rapporte des propos de Socrate, cette idée que un des buts de la philosophie, le but de la philosophie, ça doit être de réfléchir à la question de comment vivre sa vie de façon objective, sérieuse, argumentée. Bon, ça reste quand même à l'état de projet. Et ce que j'ai commencé à expliquer la semaine dernière, c'est que ce projet de penser rationnellement sur comment vivre sa vie, il va prendre dans l'Antiquité une formulation très particulière que vont plus ou moins adopter la plupart des écoles philosophiques, voire toutes. C'est la question du souverain bien. Je vous ai dit, donc en gros, Aristote pose la question de comment vivre sa vie sous une forme très spécifique, qui est la question du souverain bien. C'est cette question que vont essayer de résoudre les autres écoles philosophiques. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que la question du souverain bien, elle se pose d'une façon assez claire. Aristote dit, chaque fois qu'on accomplit une action, on le fait en vue d'un but, et d'un but qu'on considère positif, auquel on donne une valeur positive. Ce serait bizarre de faire le contraire. Et un but a une valeur positive de deux façons, soit en lui-même, on le veut pour lui-même, il est positif en lui-même, soit il est positif juste de façon dérivée parce qu'il sert à obtenir autre chose qui, lui, a une valeur peut-être encore dérivée, mais au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ait une valeur en soi-même. Si tout a une valeur dérivée, finalement, plus rien n'a de valeur. Parce que les objets qui ont une valeur dérivée ou instrumentale ne tirent leur valeur que du fait qu'ils nous aident à atteindre quelque chose qui a une valeur intrinsèque, finale, et donc, ce que dit Aristote, donc là il y a un saut argumentatif qu'on discutera plus tard, c'est qu'il dit, du coup il doit y avoir un but ultime à toutes nos actions. Alors là, il y a un saut argumentatif, parce qu'on pourrait dire, bon, effectivement, il faut bien qu'il y ait des choses qui aient une valeur intrinsèque, mais il pourrait y en avoir plein. Mais le saut que fait Aristote, c'est qu'il y a quand même une chose qui est le but ultime de la vie, qu'on cherche tous, c'est cette chose-là qui a la valeur intrinsèque, qu'on cherche à travers toutes nos actions. Et cette chose-là, il appelle le souverain bien. C'est le bien ultime, celui vers lequel tendent toutes nos actions. Et Aristote propose une thèse audacieuse que vont accepter la plupart des philosophes, c'est que c'est simple, le souverain bien, c'est le bonheur. Alors en grec, c'est le daimon, le daimonia, c'est-à-dire la vie bonne, parce qu'on le traduit nous par bonheur, mais ça cause plein de problèmes, parce que pour nous, le bonheur, c'est plutôt quelque chose, un peu des émotions positives, mais c'est pas du tout la connotation du terme en grec, ça veut juste dire une vie bien vécue, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et bon, maintenant qu'on a dit que c'est le bonheur, Aristote dit un truc quand même pas complètement idiot. Il dit, bon, maintenant qu'on a dit que le but ultime de notre vie, c'était le bonheur, ce serait bien de savoir ce que c'est le bonheur. Hein. Donc, il fait une petite comparaison très simple. Il dit, voilà, c'est comme si vous essayez de toucher une cible à l'arc, c'est mieux de savoir où est la cible pour la toucher. Voilà. De la même façon, pour atteindre le bonheur, vu que c'est notre but, il n'y a pas de question là-dessus, ce serait bien de savoir ce que c'est le bonheur. Et comme dit Aristote, bon, c'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué parce que personne n'est d'accord sur ce qu'est le bonheur. Voilà. Donc le but, ça va être de trouver effectivement en quoi consiste le bonheur, sachant que c'est le but de toute la vie. Donc, Aristote fait quand même quelques propositions. Il dit voilà, il y a des choses qu'on peut exclure d'avance. On sait déjà que le bonheur, c'est pas l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent a une valeur purement instrumentale. L'argent en lui-même, parce que vous êtes Picsou, n'a pas de valeur, il n'a de valeur que parce qu'il nous sert à obtenir autre chose, et par définition, on a défini le bonheur comme ce qui a une valeur en lui-même, pas ce qui a une valeur dérivée. Voyez. Donc Aristote dit clairement, la vie de richesse, ça n'est pas le bonheur. Alors, vous inquiétez pas, hein, Aristote dit bien qu'on a besoin d'argent pour être heureux, hein. Il y a des paragraphes entiers sur l'éthique à Nicomaque là-dessus, mais il faut bien voir que la différence, c'est que c'est pas l'argent le bonheur. Mais ça peut être utile d'en avoir pas mal, nous dit Aristote. De la même façon que ça va être utile pour Aristote, si on veut être heureux, d'être issu d'une famille d'aristocrates, d'être bien né, d'avoir des enfants sages et pas complètement horribles. Ça fait partie des trucs, des leçons de sagesse d'Aristote, quoi. Si vos enfants sont insupportables, ça entame quand même votre poursuite du bonheur. Donc il y a plein de conditions pour être heureux. Mais ça, c'est pas le bonheur. Hein, comme dit Aristote, je ne sais plus exactement c'est l'exemple qu'il prend. Il dit voilà, en général, pour être heureux, c'est mieux d'être en vie.
En général, ça va être un peu dur de pas d'être heureux si vous n'êtes pas en vie, mais le simple fait d'être en vie n'est pas le bonheur. Vous voyez la différence, hein. Il y a des conditions pour être heureux, des conditions de base, mais ces conditions-là ne constituent pas le bonheur. Par exemple, pouvoir respirer, c'est bien pour être heureux, parce que sinon, bah, vous n'allez pas être heureux très longtemps. Mais le bonheur ne consiste pas dans le fait de respirer. Est-ce que ça va la distinction entre les deux? Donc l'argent n'est pas le bonheur, mais ça peut être utile d'en avoir pour atteindre le bonheur. Voilà, ça c'est la leçon très profonde d'Aristote sur laquelle on part. Et vous voyez que, en gros, cette conclusion, elle est tirée de la définition du bonheur. Le bonheur, c'est le souverain bien, c'est le but qu'on vise, et donc ça ne peut pas être l'argent, parce que l'argent n'est qu'un moyen et pas un but ultime. Alors en quoi consiste le but ultime? Ah, je vais sauter ça parce que c'est compliqué. Aristote propose de suivre un raisonnement qui est très bizarre pour nous, mais qui à l'époque fait plus de sens. Il dit, bah, on peut réfléchir sur ce qu'est le bonheur, sur ce qu'est notre but ultime, en demandant quelle est la fonction de l'être humain. Pourquoi? Bah, Aristote a tout un raisonnement. Il dit voilà, pour savoir ce que c'est pour un couteau d'être un bon couteau, bah, il faut réfléchir à ce que c'est la fonction du couteau, hein. La fonction du couteau, c'est de couper, et donc on sait qu'un bon couteau, c'est celui qui remplit bien sa fonction. Là même, un bon joueur de flûte, c'est de bien jouer à la flûte. Je prends que des exemples qu'Aristote donne, hein, ce fameux qui l'invente. Donc on sait le bien pour le joueur de flûte, le bien que vise le joueur de flûte en tant que joueur de flûte, c'est de savoir bien jouer de la musique, par exemple. Donc il dit, vu que le bonheur, on l'a défini comme le bien que vise l'être humain, ce serait bien de savoir à quoi sert l'être humain, quelle est la fonction de l'être humain. Et comme ça, on peut savoir quel est le bien qu'il vise dans son existence. Alors peut-être vous allez dire, mais peut-être qu'il n'y a pas de fonction de l'être humain, peut-être qu'il n'y a pas de but pour l'être humain. Mais Aristote dit, ah ah ah, mais vous êtes marrant, mais il y a un raisonnement imparable, non, qu'il utilise, c'est votre main, elle a bien un but. Votre pied, ils ont bien des buts. Votre yeux, ils ont bien des buts. Ce serait quand même vachement bizarre que toutes les parties de l'être humain aient des fonctions et que l'être humain en entier n'en ait pas. C'est clairement pas un bon raisonnement, hein. Vous avez tout à fait le droit de, vous savez, on trouve aussi le même raisonnement, un raisonnement semblable chez les stoïciens pour expliquer que forcément l'âme a une conscience et de dire bah, vous êtes partie de l'univers, vous avez une conscience. Donc clairement l'univers a une conscience. Ce serait bizarre que les parties en aient une, mais que l'univers en ait pas. Voilà, c'est un peu le même raisonnement, c'est que si les fonctions ont si les parties ont une propriété, alors l'ensemble a les mêmes propriétés. Alors si vous n'acceptez pas l'argument, c'est pas juste parce que vous n'arrivez pas à la hauteur intellectuelle d'Aristote, c'est juste que l'argument est pas bon. Mais bon, c'est l'argument que propose Aristote. Aristote dit voilà, hein, pour savoir qu'est-ce que c'est le bien que vous visez, il faut savoir pourquoi vous êtes là, quelle est votre fonction. Et c'est clair que vous en avez une, puisque toutes les parties de votre corps ont une fonction, ce serait bizarre que vous n'en ayez pas. Voilà, vous êtes tous très convaincus déjà. Alors, en quoi consiste justement la fonction de l'homme? Alors, chez Aristote, il n'y a pas de plan divin, hein, l'univers n'est pas créé par un Dieu qui a donné une fonction à chaque personne. D'ailleurs, l'univers n'est pas créé pour Aristote, il a existé de toute éternité. Mais pour comprendre un peu où en venir Aristote, il faut plonger un peu dans la métaphysique aristotélicienne, qui est très bizarre. Vous allez de toute façon l'apprendre un jour ou l'autre. Je vais juste vous donner les bases. Déjà, Aristote a une vision du monde dans laquelle tout objet est composé d'une matière, voilà, et d'une forme. Par exemple, la matière de cette table, c'est le bois, et la forme, c'est la forme de la table. Ça va? Hein. Donc, pour comprendre un objet, il faut comprendre à la fois de quoi il est composé et la forme générale de son organisation. Et par exemple, bah, ça permet à Aristote d'expliquer qu'est-ce qui se passe quand un sculpteur sculpte un bloc de marbre pour faire une statue. Il prend la même matière, mais lui donne une forme différente. Jusque-là, ça va? Pas trop de questions. Donc, c'est ce qu'on appelle l'illémorphisme d'Aristote. C'est que tout est composé de matière, la ulé en grec, et d'une forme, la morphée. Voilà. Jusque-là, ça va, je pense. Mais c'est après que ça devient un peu plus compliqué. Comme je vous ai dit, Aristote, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la biologie. Et il va utiliser ce modèle où tout est composé d'une forme et de matière pour expliquer la biologie. La grande question, l'une des grandes questions auxquelles s'intéresse Aristote, c'est comment ça se fait que les êtres vivants arrivent à se développer toujours de façon à former un plan organisé, par exemple. Donc on sait qu'Aristote a passé beaucoup de temps à disséquer des œufs de poule pour voir comment l'embryon de poussin se développe au fil du temps. Voilà. Et son idée, c'est de se dire, mais c'est quand même fantastique qu'on part d'un truc qui est informe, là, le jaune d'œuf, et le truc se déploie toujours selon un plan, arrive toujours à donner une forme de poussin à la matière qui est dans l'œuf. Voilà, ça c'est la grande question d'Aristote. Et bah, l'idée d'Aristote, c'est qu'en fait, la forme est déjà dans l'œuf, en fait, et elle guide l'organisation de la matière. En fait, la forme est déjà une sorte d'objet abstrait qui se trouve dans l'œuf et qui va guider la façon dont la matière s'organise. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Il y a déjà le plan, si vous voulez, il est déjà dans l'œuf, et en fait, il guide la façon dont la matière se développe. Par exemple, si une graine
développe pour donner, par exemple, une fleur, c'est parce qu'il y a déjà la forme de la fleur dans la graine qui guide la façon dont la matière va se développer. Parce que vous voyez, je vous jure que ça a un rapport avec le bonheur. On va y arriver. Donc c'est ce qu'on appelle chez Aristote, on dit qu'Aristote est téléologue, qu'il a une téléologie ou un finalisme, c'est-à-dire que pour lui, la nature vise des buts. C'est pas juste un ensemble de réactions qui se succèdent. Il y a des buts dans la nature. La graine a le but de devenir une fleur. Le poussin a le but de devenir une poule ou un poulet. Et ce but, il est porté par le fait que dans la graine, dans l'œuf, il y a déjà la forme de ce qui doit être. Et la nature essaye de correspondre à cette forme. En gros, l'idée, c'est que la nature, pour Aristote, c'est pas un ensemble inanimé, tout est plein de formes, de buts, et la nature des êtres vivants, c'est d'essayer de réaliser pleinement la forme, le plan qui est présent en eux dès l'existence. Est-ce que ça va jusque-là? Il faut vraiment voir que, voilà, pour Aristote, la nature, c'est pas juste un ensemble mécanique de réactions, la nature vise des buts. Il y a des buts dans la nature, mais c'est pas des buts où, en sens où il y aurait un dieu qui aurait donné un plan, c'est chaque être vivant a son propre but, qui est de se développer pleinement pour atteindre sa réalisation maximum. En gros, vous visez, en tant qu'être vivant, vous cherchez tout à atteindre votre forme ultime un petit peu. Alors, tout le monde n'y arrive pas, on va voir dans 5 secondes. D'ailleurs, très peu de gens y arrivent, voire personne, mais certains y arrivent mieux que d'autres. Alors, ça peut sembler bizarre comme métaphysique, mais c'est assez naturel. En gros, l'idée est assez naturelle. En fait, l'idée, c'est que une idée assez courante, c'est que la métaphysique d'Aristote est bizarre, mais elle essaye de mettre des mots sur des conceptions en fait assez naturelles. Par exemple, ici, si vous voyez cet arbre, vous vous dites, lui, il lui est arrivé un truc. Il ne s'est pas développé normalement. Vous voyez, hein, c'est peut-être une sorte d'intuition que vous avez en regardant l'arbre, tandis que si vous voyez des arbres tout droits, ben, ça n'attire pas spécialement votre attention, hein. L'arbre, il est comme il doit être, hein. Donc, ce que dit Aristote, c'est oui, cette intuition, on peut l'expliquer en disant, bah oui, chaque être vivant a un but, c'est de se réaliser selon un plan, et il y en a qui arrivent moins bien que d'autres. Là, l'arbre, il n'a pas réussi, c'est un arbre difforme, si vous voyez. Bon, voilà. Il a été déformé par les circonstances, il ne réalise pas complètement bien sa forme. Donc lui, il n'a pas vraiment réussi son but dans la vie, hein, si vous voulez. Après, il y a cette petite tortue, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, hein, pas loin d'ici, au muséum d'histoire naturelle. C'est une tortue à deux têtes, très mignonne. Est-ce qu'elle est encore vivante? Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Bref, mais en gros, l'idée, c'est que là aussi, on se dit, bon, cette tortue, il y a quelque chose qui s'est un peu mal passé dans son développement. Elle n'est pas comme elle doit être. Il y a des tortues normales et il y a des tortues bizarres. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui décide que c'est normal? C'est le fait que la tortue ait réalisé la forme. Donc, en gros, voilà, tout ça, c'est des intuitions naturelles. Et en fait, Aristote essaie de développer une métaphysique qui rend compte de ces intuitions naturelles. De la même façon, vous avez ce taureau dans un dessin animé Disney, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein. Oui, Ils ont atteint un but, mais ils ont raté leur but. pas atteint le bon. Ouais. Alors, ils ont peut-être même pas atteint de but pour Aristote. Ils ont vraiment raté le. En gros, il y a la forme qui est en eux, mais la matière s'est rébellée contre la forme et la forme ne s'est pas bien imprimée. En gros, la matière était rebelle contre la forme qui a essayé de le guider. Est-ce que ça a un sens? Vous voyez, il faut plus voir ça comme, vous voyez, imaginez un artiste qui essaye de sculpter une forme d'arbre normale. J'arrive, et en fait, il se rate un petit peu. Il n'y a pas vraiment de but qui a été visé. C'est juste qu'il a foiré en essayant d'atteindre un autre but. Alors, attendez, oui. Tout à fait, on y arrive dans 5 secondes. Oui. Vous allez y arriver, mais ce que je veux dire, c'est que le but est indépendant de la volonté de l'homme. Ah oui, c'est la nature, c'est votre forme. C'est pas votre but personnel, c'est votre but en tant qu'être vivant. D'atteindre le plan, d'être devenir un homme accompli, c'est réaliser votre nature en tant qu'homme. Oui. Ah non, alors, j'allais y arriver, hein. Il y a des attributs spirituels. Alors, j'aime bien prendre un exemple. Donc, ça, c'est un film de Disney. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un petit court-métrage où, en fait, on présente les taureaux, puis tous les taureaux normaux, ils aiment se battre, quoi. Puis, il y a ce taureau-là, il est un peu bizarre. Il préfère regarder les papillons, il n'aime pas la bagarre. Et pour Aristote, ce serait aussi une sorte de foirage, si vous voulez. Ah, parce que dans la nature, il y a un certain nombre de traits. Un vrai taureau, par exemple, hein, il aime se battre, quoi. Et ça, c'est un peu comme la tortue à deux têtes, mais au niveau psychologique, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a un peu rater le plan de la nature. Donc effectivement, il y a tout un tas d'instincts et de comportements qui sont dans le bon développement de l'être humain et des animaux. Donc c'est pas juste physique, c'est aussi psychologique. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Que de forme et matière de la méthode, on peut remplacer un peu par général et par.
où c'est quand même un peu différent de la forme, c'est la loi générale, Ouais, la matière, la réalisation de la matière. exactement. L'idée, c'est qu'en fait, vous partagez, en tant qu'être humain, vous partagez tous la même forme. L'individualité, on s'en fout dans l'Antiquité, hein. Ce sera pareil au Moyen Âge. En gros, ce qui fait votre individualité, c'est vos foirages. Si vous étiez tous parfaits, vous seriez tous pareils. Parce qu'il y a une forme parfaite de l'être humain. Donc, les trucs qui vous distinguent les uns des autres, c'est un peu le grain de la matière qui est un peu particulier. Par exemple, on peut avoir la même forme, mais par exemple, si je peux tailler 10 000 tables dans la même forme, mais je ne ferai pas attention à savoir si le bois il a un petit pet ici, un petit nœud ici. Donc tout ce qui fait votre particularité, c'est plus les particularités de la matière et à quel point elle résistait à la forme. Mais si on se basait sur la forme, vous seriez tous pareils. Alors ici d'abord. Définir la forme parfaite, c'est pas sur comment sur la majorité de ces êtres. Alors, sur la définition de ce que c'est la nature alors, ça va avec la tentative de classification. L'idée, c'est qu'on peut classer les animaux, les êtres vivants, en définissant ce qu'ils distinguent des autres, leur nature. Et c'est ça qui vous donne à peu près quel est le plan. Donc, on va y arriver. Je vais vous donner un exemple pour l'être humain, justement. Mais c'est ça. En gros, c'est ce qui caractérise l'espèce en général qui définit la forme. Oui. Ouais. Voilà. Nous visons tous la même forme ultime et nous y arrivons tous plus ou moins. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Hein. Donc l'idée d'Aristote, c'est pour savoir ce que c'est un bon être humain, il faut savoir quel est le but vers lequel tend l'être humain. Après tout, pour savoir ce qu'est un bon fauteuil, il faut savoir quel est le but d'un fauteuil. Pour savoir ce qu'est un bon couteau, il faut savoir ce qu'est un couteau. Donc le but dans lequel ils ont été faits. Pour les êtres vivants, pour les êtres vivants, le but, c'est justement de réaliser pleinement leur nature en tant que membre d'une espèce. Donc votre but dans la vie, finalement, c'est de devenir un être humain à part entière, un être humain accompli. Oui. Vous avez dit que le fait que nous n'atteignons pas parfaitement la forme, c'était dû à des erreurs, à des foirages. Voilà, il faut vraiment voir, la métaphore d'Aristote, c'est que c'est comme quand vous sculptez un truc, des fois, bah, la matière résiste un peu, se laisse pas faire, glisser un peu. Voilà. Vraiment la matière Voilà. qui empêche la forme de s'accomplir. Voilà, il y a besoin de la matière pour accomplir la forme, vous pouvez pas sculpter dans du vide, mais en même temps, la matière peut être un peu revêche, résistante. C'est un peu la dialectique de la forme et de la matière, oui. Le forage, il vient de l'élément lui-même, ou bien il est influencé par l'extérieur. Alors, les deux. Donc, ça peut être la matière elle-même qui est revêche, mais on va voir que, par exemple, des circonstances extérieures peuvent agir. Par exemple, certaines matières peuvent être plus malléables s'il fait chaud, par exemple. Hein, et s'il fait froid, ça marche moins bien, des choses comme ça. Est-ce que ça va? Je vais donner des exemples. Est-ce que pour l'instant, tout le monde voit le cadre? On est parti de cette idée, le bonheur, c'est le but qu'on vise tous. Donc, il faut chercher quel est le but qu'on vise tous. Voilà. Et dans la vision du monde d'Aristote, ce que nous visons en tant qu'être humain, en tant qu'être biologique plutôt qu'être vivant, c'est à atteindre notre forme ultime, à nous réaliser comme membres de l'espèce humaine. Est-ce que ça va? Vous voyez comment les deux s'embriquent assez vite, hein. Ça va être que vous pouvez déjà voir à quoi on va aboutir. Voilà. Donc en gros, on a deux énoncés. Le souverain bien, le bonheur, c'est ce vers quoi tendent toutes nos actions. Et tout être vivant tend naturellement à actualiser son essence. Donc son essence, c'est ce que vous êtes, votre nature, hein, vous savez. Essence. L'essence d'un triangle, c'est d'avoir trois côtés. Si vous n'avez plus trois côtés, vous n'êtes plus un triangle, hein. Alors c'est plus dur de définir les essences pour les êtres vivants, mais on va donner un exemple. Donc vous cherchez à réaliser la perfection de votre nature. Donc si vous mettez les deux ensemble, là, vous arrivez à la conclusion suivante. Le souverain bien, ce que vous cherchez, ce que vous appelez le bonheur, c'est la réalisation de votre propre nature, hein, le fait de remplir votre fonction propre, hein, de devenir un être humain le plus proche possible de la perfection d'être humain. Vous voyez comment ça se goupille, hein? Vous voyez le raisonnement, comment on passe de l'un à l'autre, c'est pas complètement arbitraire. Surtout que ça, c'est quelque chose que Aristote développe indépendamment dans le cadre de sa biologie. C'est juste que bah, du coup, ça se goupille assez bien avec sa définition du problème. Alors, du coup, votre but dans la vie, c'est de devenir des êtres humains les plus parfaits possibles, c'est-à-dire les plus humains possibles. Et qu'est-ce que c'est la nature de l'être humain? De la même façon que la nature d'un triangle, c'est d'avoir trois côtés. La nature de l'être humain, ce qui le distingue des autres animaux, c'est d'être un être doué de raison. Ah ah. Voilà, c'est ça la différence spécifique qui vous distingue des autres animaux pour Aristote. Ce qui fait que vous êtes humain, c'est avant tout que vous êtes des êtres doués de raison, de logos en termes de vie. Donc, du coup, vous voyez comment tout ça va s'embriquer assez bien, hein. L'idée, c'est que finalement, bah, le bonheur, ça consiste à réaliser votre perfection en tant qu'être rationnel, en tant qu'être le plus rationnel possible. Attendez, si. Voilà. Donc, en fait, tout le but de Tika Nicomaque
c'est de distinguer les différentes perfections dont vous êtes capable en tant qu'être vivant. Que Aristote dit, bon là, c'est pas besoin de tout retenir, mais c'est juste pour donner une image, qu'il y a en nous une partie irrationnelle qu'on partage avec les autres animaux, les autres êtres vivants. Il y a une partie qu'on partage avec les plantes, c'est qu'on est capable de pousser et de grandir. C'est ce qu'on appelle la partie végétative de l'âme. L'âme, c'est ce truc qui fait que vous grandissez, que vous poussez, que vous grandissez, et la perfection de cette partie de l'âme réside dans le sommeil. Et alors là, je n'ai aucune idée. C'est juste dit comme ça dans l'éthique à Nicomaque. Pourquoi la perfection de votre partie, peut-être que vous grandissez plus quand vous dormez pour Aristote, je ne sais pas. Plus intéressant, c'est que ce que vous partagez avec les animaux, mais pas avec les plantes, ce qui distingue les animaux des plantes pour Aristote, c'est la capacité, ce qu'il appelle la partie appétitive, c'est la capacité à avoir des désirs et des sensations, et des émotions. Okay. Donc il y a une forme de perfection qui correspond à ces parties, c'est ce qu'il appelle les vertus morales. En gros, les vertus morales, c'est être capable de bien doser vos émotions et vos désirs. Par exemple, le courage est une vertu, parce que le courage, ça consiste à ne pas avoir trop peur, mais pas avoir jamais peur non plus. Alors, ça dit, voilà, bah, effectivement, le courage, c'est le fait de ne pas fuir en permanence devant le danger, mais c'est aussi le fait de se dire, je ne vais pas mettre la main dans le nid de serpent pour impressionner mes copains, parce que ce serait complètement con. C'est vraiment un exemple que donne Aristote. Hein. Mettre la main dans un nid de serpent, il dit, voilà, ça, si vous dites, allez, ouais, j'ai pas peur de rien, je vais sauter dans le nid de serpent, Aristote dit non. Voilà, ça, c'est pas du courage, c'est complètement con. Donc, il y a une sorte de dose. De la même façon, il dit la tempérance, c'est le fait de ne pas avoir des désirs incontrôlables, mais ce n'est pas le fait non plus d'avoir aucun désir, parce que ça, vous êtes littéralement mort à l'intérieur comme une pierre, dit Aristote. Voilà, tout ça, il y a des perfections de vos émotions, mais ce n'est pas les meilleures perfections, parce que c'est des perfections qui se basent sur les perfections de votre partie un peu animale, si vous voulez. Ce qui distingue l'être humain, c'est l'intellect, c'est la capacité, c'est la raison, et il y a deux vertus de perfection, hein, vertu, ça veut dire perfection, deux vertus qui sont appliquées à la partie rationnelle. Il y a la phronésis, qui est la sagesse pratique, on en a déjà parlé, c'est le fait de savoir prendre les bonnes décisions. Et il y a la sophia, qui est la connaissance des vérités ultimes, qui est la sagesse théorique. Ça, c'est les deux perfections de l'être humain. Et l'idée d'Aristote, c'est que celle-ci va être plus parfaite que celle-là. Donc en vrai, le bonheur va consister dans la sagesse théorique, dans la connaissance. Alors pourquoi celle-ci est plus parfaite que l'autre? On va le voir dans 5 secondes. Donc voilà, le bonheur, c'est d'atteindre cette perfection, la sagesse théorique. Parce que c'est, voilà, pour tout le. Est-ce que vous voyez comment le raisonnement s'imbrique? Le bonheur, c'est ce qu'on vise tous. En tant qu'être biologique, on vise tous à réaliser pleinement notre nature. Notre nature, c'est d'être rationnel. Donc le bonheur, c'est d'être le plus rationnel possible. Oui. Peut-être l'âme, c'est quelque chose de matériel et d'intellectuel. Alors, c'est toute la beauté du truc. Pour Aristote, l'âme, c'est la forme. Ah ouais? Oui. Genre, c'est notre corps pour lui, l'âme. Bah, le corps, en fait, c'est pas dire à dire parce que notre corps est un composé de matière et de forme. Donc l'âme, c'est la partie qui donne forme au corps. C'est pas un truc immatériel, mais c'est pas un truc matériel complètement non plus. C'est pas immatériel dans le sens où ça existe dans un monde différent, parce que la forme, elle est toujours à un moment donné. Hein. D'ailleurs, l'idée d'Aristote, c'est que la forme, si vous l'avez, c'est qu'à un moment, elle se trouvait dans les testicules de votre père et c'est lui qui l'a communiqué à votre mère. Donc on est clairement dans un truc qui existe dans l'espace et dans le temps. Mais c'est pas non plus la matière, c'est le truc qui donne forme à la matière, si vous voulez. Oui, il y a un peu un connaître comme ça, mais il faut vraiment le prendre dans le sens pas connaître vos tourments personnels et individuels. Ouais, ouais, Pour lui, c'est assez terre à terre. Il n'y a pas c'est de ça. concept d'interaction ou de quelque chose de transcendantal ou de plus élevé que juste Bah, nos émotions, nos besoins physiologiques, etc. C'est assez. Alors si, en fait, techniquement, pour lui, c'est assez élevé, parce que finalement, ce qui fait votre forme, c'est la capacité d'utiliser l'intellect. Donc finalement, le bonheur réside dans le meilleur usage de l'intellect. C'est pas une- Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ah, Non, non. Le corps, c'est la réunification de la forme qui est votre âme avec la matière. Donc l'âme, c'est vraiment, faut vraiment penser que là, il pense l'âme sur un modèle très différent de ce qu'on a l'habitude de penser maintenant. Hein. C'est juste le principe qui organise votre corps, qui permet à votre corps de s'organiser de cette façon. et ça, c'est des conclusions un peu plus en pensant et il pense que c'est comme ça en fait. Alors, c'est compliqué de dire juste en pensant parce que toute sa théorie biologique est basée sur énormément d'observations. En fait, la plupart des livres d'Aristote, la moitié de son œuvre environ, c'est des observations sur les animaux, sur les parties des animaux, sur la reproduction des animaux. Donc, c'est un peu dur de dire que c'est juste comme ça. Mais après,
considère la liaison qui fait entre ça et le bonheur est plus intellectuelle. Oui. Mhm. Vous avez dit que c'était donc la sagesse pratique, Ouais. euh, mais la sagesse pratique dans le sens de la volonté ou vraiment dans les actions? Dans le fait de prendre les bonnes décisions. Pour Aristote, la sagesse pratique, c'est juste ça. Vous visez le bien en tant qu'être vivant. Et donc, pour atteindre ce bien, il faut être capable de prendre les bonnes décisions. Oui, mais prendre des bonnes décisions dans le sens où comment dire, la volonté, c'est celle qui comment dire, prend la décision, mais qui ne constitue pas l'action. Ouais, alors il n'y a pas vraiment de concept de volonté dans l'Antiquité. C'est un truc qui va naître avec le christianisme plus. C'est toujours un problème, en fait. L'idée, c'est que, on en parlera, en fait, on aura toute une séance là-dessus. L'idée, c'est que dans les modèles un peu antiques, il y a l'idée que vous avez un but et il faut trouver les bonnes il y a les bonnes croyances à avoir pour bien atteindre ce but. Donc déjà, il faut être un peu, prendre des bonnes décisions, il faut savoir quelques trucs. Et il y a le fait, pour Aristote, mais pas pour d'autres, d'être capable de suivre ces bonnes décisions sans être influencé trop par vos émotions. Mais il n'y a pas encore cette idée qu'il y a la volonté contre les émotions. Pour lui, il y a vraiment l'idée que c'est l'intellect versus les émotions. Donc l'intellect calcule quelle est la bonne décision, et ensuite il faut qu'il arrive à résister aux influences émotionnelles, aux désirs. Et ça, c'est pour Aristote, c'est plus une question d'habitude que vous prenez en vous entraînant. Il n'y a vraiment pas cette idée de faiblesse de la volonté, même surtout des trucs proches, c'est pas encore ça. Ouais. Et Phronésis, c'était la sagesse pratique. Ouais. Sophia, c'est quoi? La sagesse théorique, c'est la connaissance des vérités ultimes. Alors c'est pour ça que c'est pas la même chose. L'idée d'Aristote, c'est que la sagesse théorique, c'est vraiment connaître les grandes vérités sur la nature. Puis la sagesse pratique, ça consiste plutôt à se dire à qui je peux demander conseil et emprunter de l'argent. On n'est pas trop dans la sagesse théorique, quoi. C'est pas les grandes questions de la vie, quoi. Je sais plus dans quel ordre. Alors là, oui. La connaissance. Non, c'est ce que je viens de dire, en fait. On pourrait penser comme ça, mais vraiment, la sagesse théorique, c'est qui porte sur les grands principes de l'univers, quoi. Les questions métaphysiques et l'astronomie et qu'est-ce qui fait que les animaux se reproduisent. Pour Aristote, c'est très séparé. Parce que l'idée, c'est que la phronésis compte plutôt sur la connaissance de la vie de tous les jours. Par exemple, est-ce que si je mets ma main sur une plaque, ça va me brûler? Est-ce que tel médicament est meilleur que tel autre parce que j'en ai essayé un et puis c'était moins bon? On est vraiment sur deux plans différents de connaissances pour Aristote. En vrai, je ne veux pas entrer là-dedans, mais lui, il fait la distinction entre les connaissances des choses qui sont nécessaires, les principes éternels qui guident le monde, et puis les choses qui sont contingentes, c'est-à-dire qui changent. Puis en général, ce qui est utile pour nos actions, ça va être le second. Alors c'est un peu bizarre pour nous, parce que nous, on a plutôt l'intuition que quand on fait de la science, ça va pouvoir être utilisé de façon pratique, hein, qu'il y a un pont très clair entre les deux. Et pour l'Antiquité, il n'y a aucun rapport entre la connaissance théorique. Il n'y a pas d'application de la science dans la vie de tous les jours. Ouais. Ouais. Le bonheur consiste dans la connaissance des grands principes de l'univers. Comment? C'est le philosophe qui peut atteindre. Ah oui, bien sûr. Exactement. Et si l'âme, c'est ce qui est inhérent à la force qui donne la forme de Ouais. l'humain, et que l'intellect, c'est ce qu'on va utiliser pour avoir la meilleure raison et donc arriver à cette forme-là, quand on doit contrôler les passions et les désirs, ça vient de quoi? De quelle partie de... Alors, l'idée, c'est que les émotions font partie de cette partie-là. L'intellect vient plutôt d'ici. En fait, il y a pas vraiment de truc qui fait le joint entre les deux. L'idée d'Aristote, c'est que une partie de l'éducation consiste en fait à prendre des bonnes habitudes. La façon dont vous dressez cette partie-là, c'est en fait, vous pouvez totalement être déconnecté entre ça et ça. Des fois, vous pouvez savoir que quelque chose est mauvais et puis de le faire quand même pour Aristote, mais c'est parce que il y a une sorte d'indépendance, pas complète, mais entre les deux. Donc pour Aristote, l'idée, ça se fait par le dressage, d'une certaine façon, par l'habitude, hein. C'est en prenant l'habitude, par exemple, d'être courageux, d'être tempérant, que vous allez réussir à rendre cette partie en harmonie avec celle-là. Mais par lui-même, l'intellect ne peut pas toujours dresser la partie appétitive. Alors, je vais continuer là-dessus. Donc, le bonheur pour Aristote, ça va consister dans la connaissance théorique. Alors, ce qu'il faut voir et qui va être très différent entre Aristote et les autres écoles qu'on va voir après, c'est que pour Aristote, le bonheur, c'est pour 1%. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas arriver à ce stade-là. Déjà, il y a les gens qui ne sont pas bien finis. Hein, comme je disais, c'est comme le bonheur consiste dans la perfection de notre nature, il y a les gens qui sont déjà déformés à la naissance, hein, leur âme n'est pas bonne. Et ça représente par exemple 50% de l'humanité, puisque en partie, c'est les femmes. Eh oui,
Parce que vous avez vu qu'il y a un tout petit problème dans la théorie d'Aristote quand même, c'est on vise tous la même forme. Alors, comment on explique qu'il y a des hommes et des femmes? Eh oui, la réponse est très simple. Les femmes sont des hommes pas assez cuits. C'est la réponse d'Aristote. C'est en gros, une femme, c'est un homme qui a été un peu raté. Voilà, c'est un peu le principe. Donc, il y a toute une théorie sur comme quoi, par exemple, les règles, c'est la production de sperme qui se fait pas bien chez les femmes parce qu'elles sont pas finies. Ouais, il y a tout un truc comme ça. Et donc, forcément, les femmes étant mal finies, leur intellect est quand même forcément diminué et donc elles ne peuvent pas viser le bonheur. Alors, voilà. Bien sûr, il y a aussi tous les gens qui viennent de familles pas comme il faut, hein, aussi chez les hommes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est à l'époque, il y avait pas mal d'esclavage en Grèce antique. L'esclavage ne se faisait pas du tout sur des critères raciaux hein, en Grèce antique. Il y avait vraiment l'idée que bah, tu as perdu la bataille, tu es esclave, c'est dommage pour toi. Et Aristote était quand même très gêné par cet esclavage en se disant, mais où est la justice si juste le hasard d'une bataille rend acceptable d'être esclave? Donc Aristote avait une théorie très révolutionnaire à l'époque en disant, non, non, les esclaves, ça ne doit pas être des gens qui ont perdu la bataille, ça doit être les gens qui sont faits pour être esclaves, ceux qui n'ont pas l'intellect suffisant pour être heureux et qui tireront leur bonheur du fait de servir les gens qui, eux, peuvent être vraiment heureux. Donc voilà, on part sur un truc, voilà, Aristote, c'est très sympa, mais il faut bien voir que pour Aristote, ceci n'est pas une théorie qui s'applique à vous tous, hein, mais juste un tout petit... alors, je suis sûr que chacun d'entre vous est persuadé qu'il fait partie de la bonne catégorie, mais pour Aristote, c'était clair que, bon, bah, c'est pas pour tout le monde, donc la philosophie d'Aristote est très élitiste. Contrairement, par exemple, à celle d'Épicure qu'on va voir juste après, qui dit ouh, tout le monde est bienvenu. Celle d'Aristote, c'est voilà, moi je choisis particulièrement mes élèves, et les gens qui peuvent atteindre ce niveau ultime, c'est vraiment pas tout le monde, hein. La perfection n'est pas due à tout le monde, oui. Mais est-ce qu'il a donné des raisons pourquoi il croit que la femme ne peut pas accéder au bonheur? C'est une bonne question. Je pense juste que, pour le coup, c'est clairement les préjugés de l'époque, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Grèce antique, mais je crois qu'il n'y a pas de société plus misogyne, quoi. Parce que je sais pas si vous, par exemple, un truc que j'ai toujours adoré, c'est que les Grecs les Athéniens surtout, sont des personnes qui sont tellement misogynes qu'en fait, du coup, ils virent plutôt dans une célébration de l'homosexualité. Mais par pure misogynie presque. Non, mais si vous regardez, par exemple, si vous prenez le banquet de Platon, un des premiers discours de ça, donc le banquet de Platon, c'est un livre où tout le monde fait, plusieurs personnages font un discours sur l'amour. Et puis, ça commence justement par un discours, je crois que c'est le premier ou le deuxième, je ne sais plus exactement, où le type explique que le vrai amour, ça peut être qu'entre hommes. Parce que le vrai amour, ça repose sur l'estime réciproque. Puis comment on pourrait estimer une femme, quoi, merde. Donc c'est vraiment, je pense que là, il est vraiment un peu il est vraiment plus en train de refléter un peu l'ambiance de l'époque, hein. On ne peut pas lui reprocher spécifiquement, mais je pense pas qu'il ait de raisons théoriques très spécifiques, à part que bah, les femmes sont évidemment débiles, quoi. Parce que tout le monde est d'accord là-dessus à l'époque, oui. Une société comme ça est appelée à disparaître. Alors non, pas du tout, parce que chaque Athénien est dû d'avoir une femme, par contre. Mais c'est pas spécialement pour l'amour, c'est pour la reproduction, la transmission de la famille. Voilà, tout le monde, chacun à sa place. Mais oui, donc du coup, non, non, ils sont très bien organisés. Par contre, c'était à peu près obligatoire de se marier aussi, hein. Il y a pas, l'idée, c'est qu'on se mariait pas un homme. Il y avait le foyer, on remplissait ses obligations, on avait des enfants, parce il en fallait bien pour servir la cité quand même. Mais après, le vrai amour, alors, tout le monde n'était pas d'accord à l'époque, hein, bien sûr, ça c'est juste une partie, mais en tout cas, il y avait quand même cette idée que, voilà, si l'amour, ça se base sur l'estime mutuelle, ça va quand même être très dur d'aimer des femmes, quoi. Voilà, mais bon, désolé, hein, je ne fais que retranscrire le propos de l'époque, mais c'est pour vous dire que, à mon avis, Aristote n'a pas de justification spécifique, à part que bah, c'est évident, quoi. Parce que dans le cadre dans lequel il écrit, c'est à peu près évident, clairement. Et bon, ça va s'améliorer au bout d'un moment, mais il va falloir attendre un petit peu, hein. Mais je vous dis, déjà chez Épicure, c'est un peu mieux. Voilà, d'autres questions là-dessus? Alors, du coup, pourquoi est-ce que le bonheur, ça consiste dans la sagesse théorique et pas dans la sagesse pratique? Pourquoi finalement le bonheur, c'est pas bien se comporter, pourquoi c'est connaître des trucs? Oui? Peut-être juste une remarque, je ne sais pas si elle vaut la peine, mais Platon, qui était son maître dans la République, il prône l'égalité femmes-hommes. Euh, Et il dit que les femmes, elles peuvent accéder à la même ouais, condition que les hommes. alors oui. Après, il faut voir. Alors déjà, il y a plusieurs facteurs. Déjà, Aristote vient pas d'Athènes. Et ça change quelque chose. Parce que les autres cités, on va dire athénienne, Athènes, c'est un peu la cité la plus progressiste de l'époque. Aristote, il vient d'ailleurs. D'ailleurs, ça se voit un peu sur ses positions, par exemple, sur l'homosexualité. Donc, à dire, le premier Platon est très ouvert à l'homosexualité. Le dernier Platon veut les envoyer à mort, mais ça, c'est... Voilà, quand on vieillit, des fois, on change d'opinion. Mais par exemple, chez Aristote, c'est clair que, par exemple, l'homosexualité, c'est clairement un truc bestial et pas permis. Donc, on voit clairement qu'il n'est pas d'Athènes, quoi.
Donc, il y a un peu ce truc-là. Il est pas forcé d'être d'accord avec Platon sur tout le monde. Surtout, il y a aussi le fait que chez Platon, l'âme est immortelle, donc c'est très indépendant du corps, vous voyez. Chez Aristote, c'est clair que l'âme est incarnée. Donc, il y a une sorte de liaison entre le physique et l'intellect, quand même. Donc, c'est plus difficile pour lui d'imaginer que un corps féminin peut pas être fondamentalement différent mentalement d'un corps masculin, parce que vous voyez, ça a un sens quelque part. Ouais, mais c'est juste que Platon, il dit que, Mhm. si on prend le terme, le mot de forme, il dit que les hommes et les femmes ont la même forme. Ah oui, mais c'est pas du tout la même chose, la forme chez Platon et la forme chez Aristote. Ok, mais Ouais. enfin, alors que c'est enfin, c'est son maître, c'est drastiquement différent. Alors oui, mais drastiquement différent sur tout un tas de trucs, hein. Par exemple, chez Aristote, l'art et la tragédie, c'est chouette. Platon dit il faut tous les virer, par exemple. Ouais, il dit qu'il faut l'arrêter à un moment où elle atteint une perfection. Non, non, les poètes sont chassés de la cité. Ah ouais. Oui. Parce que non, non, mais ils sont pas d'accord sur plein de trucs. Par exemple, Aristote, le meilleur régime politique pour Aristote, c'est la démocratie. Ouais, voilà quoi. Donc, bref. Non, non, mais c'est pas parce que c'est leurs élèves qui sont d'accord, oui. L'âme Mm. qui est incarnée, Ouais. enfin, immortelle. Ah, parce que pour Aristote, c'est clair que c'est pas immortel. Mais Pourquoi? Tout à fait, bien sûr. Parce que l'idée, c'est qu'une forme, elle a besoin d'être forme de quelque chose. Si la matière disparaît, bah, il n'y a plus de forme. Ouais, mais il faut vraiment voir que pour Platon, forme, ça veut dire des êtres abstraits comme les trucs des mathématiques qui vivent dans un monde qui n'est pas du tout un monde physique. Platon dirait que la forme n'existe pas ici. Tout ce qui existe dans le monde physique est une copie des formes. Ça vous dit quelque chose? Un petit peu. Donc en gros, ce que Platon appelle forme, c'est des objets abstraits qui n'existent pas dans le monde physique, mais qui existent dans un monde autre qui est le monde des idées. Et tout ce qui existe dans le monde physique, c'est une copie de ces formes parfaites. Donc il y a quand même déjà cette idée d'imperfection. Comme je disais, pour Aristote, la forme, c'est très différent. La forme, c'est un truc qui se balade dans le monde physique. Comme je disais, bah, par exemple, il y a toute une théorie de la reproduction en disant, voilà, la femme donne la matière dans son corps, et l'homme donne la forme qui va aller s'incruster dans la matière de la femme. Donc vraiment, je veux dire, la forme d'Aristote, elle n'est pas dans un monde abstrait, hein. Elle circule d'un corps à un autre par des moyens très très matériels, quoi. Donc on est même si et techniquement c'est même pas ce type. Nous on dit forme pour traduire les deux, mais c'est pas forcément le même terme en grec. Hein, la forme de Platon, ça va être l'aidos plutôt, et clairement la forme d'Aristote, ça va être la morphée. Donc on est vraiment sur des visions du monde très très différentes en fait. C'est clair pour Aristote que si l'âme, c'est la forme ne peut pas survivre à la mort parce qu'il n'y a plus de corps pour porter cette forme. Il faut vraiment voir que la forme, c'est toujours la forme de quelque chose, quoi. Donc, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus de forme. Voilà. Tandis que c'est vrai que pour Platon, bah, l'âme survit de façon immatérielle. Mais ça, c'est quelque chose dont on va parler. En fait, Platon est une sorte d'exception. La quasi-totalité des philosophes de l'Antiquité considèrent qu'il n'y a rien après la mort, à partir d'Aristote. C'est très, très matérialiste sur tous les points. Et c'est pour ça que Platon est quelque part intéressant, parce on le voit un peu comme le père de tout le monde, mais il est en fait très, très en décalage sur plein de trucs. Comment? Non, je disais, il est très en décalage par rapport aux autres philosophes antiques. Ça ne veut pas dire qu'il a tort, ça veut dire que par rapport à la majorité de la philosophie antique, il est un peu à part, quoi. Donc, c'est pas un jugement sur. Alors, je disais, voilà. Alors, pourquoi penser. Voilà, la vraie question d'Aristote, très dans le dernier livre, c'est pourquoi penser que c'est vraiment ça la perfection de l'être humain, la sagesse théorique plutôt que la sagesse pratique. Il y a tout un tas d'arguments, donc je vais passer rapidement dessus, parce qu'on a pris un peu de retard. Voilà, son but, c'est de dire, voilà, le bonheur, c'est la perfection de notre nature en tant qu'être humain. Et comme il y a plusieurs perfections possibles, les vertus morales comme le courage, la vertu pratique, le prendre des bonnes décisions, la vertu théorique, la sagesse théorique, connaître les choses, il faut savoir laquelle de ces perfections est la meilleure perfection pour savoir en quoi consiste le bonheur. Vous voyez comment le problème? Et donc, il y a un certain nombre d'arguments. Je vais passer un peu plus vite que les autres. Alors bon, il y a des trucs qu'on va pas s'y attarder. Il dit voilà, finalement, c'est la meilleure partie de nous-mêmes qui contemple la vérité, tandis que la pratique, c'est quand même quelque chose qui est incrusté dans les petits problèmes de la vie de tous les jours, donc c'est moins sexy. Mais il y a d'autres arguments. Déjà, il y a cette idée qu'un vrai bonheur, ça doit être un état continu. Ça ne peut pas être un petit plaisir comme ça, 3 secondes. Il faut que ça soit quelque chose qu'on puisse faire en permanence. Hein.
L'idée, c'est que contempler les vérités, une fois qu'on les connaît, bah voilà, hein, on peut le faire. Je connais un théorème, je peux me le répéter tout le temps. Je peux dire, ah, ce théorème est trop beau, oh là là. Je peux être dans le train, je me dis, ah là là, ce théorème est trop beau. Je peux marcher, je peux dire, ah, mais il est vraiment trop beau. Donc la contemplation théorique, c'est vraiment, on peut le faire partout, ça ne demande pas d'effort. Vous pouvez être au fond d'une prison, on vous a coupé tous les membres, vous pouvez encore dire, ah là là, le théorème il est trop beau. Vous pouvez contempler... Non, mais c'est vrai, c'est vraiment l'idée. Vous pouvez contempler la vérité partout. Tandis que bah, finalement, ce que dit Aristote, c'est que alors, attendez, voilà. Par exemple, si on prend les vertus morales, si on prend le fait de bien se conduire, et ben, Aristote dit littéralement que ben, être courageux, c'est bien, mais pour être courageux, il faut qu'il y ait une guerre, quoi. Et puis, il n'y a pas tout le temps la guerre. On ne peut pas être tout le temps courageux. C'est chiant. C'est pas possible. Donc, si le bonheur était dans le courage, on ne serait pas heureux très souvent. Il dit voilà, prenons d'autres vertus, il dit voilà, si le bonheur c'est la tempérance, il faut attendre d'avoir des désirs à tempérer. Vous n'avez pas des désirs impurs à tempérer en permanence. Peut-être que si, mais pas pour Aristote en tout cas. De la même façon, il dit voilà, s'il faut être généreux, parce que c'est une vertu aussi, il faut qu'il y ait des gens qui ont besoin de votre aide, mais il n'y a pas forcément toujours tous les jours des amis qui vous demandent de l'argent, quoi. Donc vraiment, l'idée, c'est que bah, la contemplation des vérités, vous pouvez faire ça tout le temps, et la vertu pratique, le fait de bien se conduire, ben, c'est pas tout le temps, hein. Donc c'est un état moins continu, si vous voulez. Donc c'est déjà clairement moins bien. Alors, euh, bon, ça, je passe. Je vais juste prendre quelques arguments. Alors, il y a le fait que tout le monde est d'accord que le plaisir doit faire partie du bonheur. Et Aristote dit, bon, ben, clairement, la contemplation des vérités, c'est le truc qui fournit le plus de plaisir, mais je ne suis pas sûr que l'argument soit hyper massue, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais pour lui, c'est assez évident, hein, voilà. La contemplation est la plus plaisante des activités conformes à la vertu. Hein, pour lui, c'est clair, vous tirez plus de plaisir de connaître la vérité que d'aider quelqu'un ou d'être courageux. Mais bon, là, c'est quand même un peu subjectif comme argument. Un argument qui est beaucoup plus important, parce que ça introduit une notion que vont réutiliser beaucoup d'autres écoles, c'est que c'est le plaisir que donne la contemplation des vérités, c'est le plaisir le plus autarcique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec autarkeia, qui est une sorte d'indépendance. Un des critères que les philosophes antiques donnent à la recherche du bonheur, c'est qu'un vrai bonheur, il doit être autarcique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit dépendre le moins possible des conditions extérieures. Hein. Plus une activité ou un plaisir dépend de facteurs extérieurs, moins vous êtes sûr de l'avoir en permanence, moins vous avez le contrôle dessus. Or, pour être vraiment heureux, il faut non seulement avoir, par exemple, une forme de plaisir, une sorte de satisfaction, mais il faut aussi savoir que vous pouvez la conserver et pas avoir peur en permanence de la perdre. Donc, ce que dit Aristote, c'est que bah, justement, la contemplation des vérités, c'est le plaisir le plus autarcique. C'est ça que je vous ai dit. Hein, comme ça revient un peu à ce qu'il a dit avant, c'est bah, le plaisir que vous tirez de la vertu, du fait de bien agir, ça dépend de plein de facteurs. Par exemple, si vous tirez du plaisir dans le fait d'être généreux, bah, être généreux, pour pouvoir être généreux, il faut déjà que vous ayez des trucs à donner. Donc ça ne dépend pas entièrement de vous. Si demain vous êtes ruiné et que vous ne pouvez plus rien donner, vous ne pouvez plus être généreux pour Aristote. De la même façon, comme disait Aristote, hein, voilà, peut-être que vous tirez du plaisir d'être courageux à la guerre, bon, ça ne s'applique plus trop maintenant, mais prenez ce que vous voulez comme exemple. Comme dit Aristote, c'est oui, mais si demain on signe la paix, bah voilà, vous n'allez plus avoir l'occasion d'être courageux à la guerre. Oui. Pas chez Aristote et peut-être chez les philosophes qui suivent, vraiment une réduction en fait, de la pensée de Platon. Là, je pense qu'on est carrément sur complètement autre chose. Mais parce que Platon, il a ses idées de la vertu avec ses pouvoirs, la tempérance, la justice, la sagesse. Ouais. Mais c'est un tout. Il peut pas avoir la vertu s'il manque une des quatre parties. Et c'est ça qui permet en fait d'atteindre la contemplation. Bah, cependant, On ne peut pas les pratiquer en permanence. Mais il faut qu'en permanence, on puisse les pratiquer en fait dans les actes. ouais, mais je pense qu'on n'est pas du tout sur une c'est- réduction de la pensée de Platon. Je pense qu'on est sur une autre pensée, tout court. On est sur complètement autre chose. On est vraiment sur un autre point de vue. Parce C'est un que, point de vue simpliste. comment? C'est un point de vue simpliste. Alors, si vous voulez, mais en tout cas, on est sur un autre point de vue. La base est la même. Mais je vais expliquer pourquoi, oui. Alors, oui, d'une certaine façon, alors ça, j'essaierai de l'expliquer dans 2, 3 semaines. C'est l'idée que pour pouvoir dire que votre vision du bonheur est égoïste, il faut distinguer d'un côté le bien pour nous et le bien pour les autres, la morale. Le problème, c'est que les concepts de l'époque qu'utilise Aristote ne font pas la distinction entre les deux. Donc, c'est dur de dire que c'est complètement égoïste, mais il y a une veine un peu comme ça, oui. La liste, sympa. C'est-à-dire, bah, on vous a parlé de la générosité. Vous dites si on n'a rien à donner, mais, mais monsieur Aristote, comment ça, rien à donner? On a toujours quelque chose à donner, je trouve. Alors, oui,
que Alors, il faut voir les trucs de l'époque. Pour lui, il faut voir les chapitres qu'il écrit sur la générosité, ce qu'il appelle la magnanimité, mais c'est un peu bizarre dans notre langue. C'est vraiment sur le pognon. Donc là, quand il l'a défini comme ça, c'est pas la seule vertu, hein, mais la vertu de générosité, ce qu'il appelle la vertu de générosité, ce qu'on traduit comme ça, c'est vraiment défini en termes de bien matériel, pour le coup. Voilà. À la limite, les autres formes d'aide, il n'appellerait pas ça par ce nom-là. Il l'appellerait par d'autres choses. Alors, il a des chapitres sur l'amitié, par exemple, sur des trucs un peu moins matérialistes, mais c'est clair que sa définition de la générosité, elle se fait en termes de bien matériel. Ouais. Oui. Parce que si, moi, ce qu'on vient sur ce propos, on parle de vertu en disant que une fois qu'on a atteint le soi-disant pour nous-mêmes, on peut aussi faire profiter des autres, enfin, faire profiter aux autres de nos autres vertus. Comme par exemple, on a atteint le soi-disant pour nous-mêmes, et on est généreux. Donc là, on peut aussi faire un effort collectif, et il n'a pas du tout parlé. Alors, dans 2 secondes, j'y arrive, mais la réponse va vous décevoir. Donc, ce que dit Aristote, c'est vraiment quelque chose que cherchent tous les philosophes antiques dans leur définition du bonheur. Le bonheur, c'est ce truc d'autarque qu'il y a. L'idée, c'est qu'un vrai bonheur doit être stable, et pour être stable, il doit dépendre le moins possible des choses extérieures. En fait, c'est un problème qu'on retrouve parce que il y a une sorte de sagesse qui traîne dans la philosophie grecque, à laquelle la plupart des philosophes antiques s'opposent, mais qui est une sorte de trope dans la philosophie, pas dans la philosophie grecque, mais dans la culture grecque, qui est l'idée que finalement, tant qu'une personne n'est pas morte, on ne peut pas dire qu'elle a eu une vie heureuse. Hein. L'exemple le plus simple de ça, c'est ce qu'on trouve dans l'histoire d'Hérodote. Alors, Hérodote, c'est un historien, enfin, un des premiers historiens. Ses méthodes sont quelquefois un petit peu bizarres. Des fois, il dit, voilà, tel type a eu tel rêve, alors je vais vous le retranscrire. Mais bref, donc, Hérodote, c'est un historien, et il a cette histoire qui est très connue et qui représente quelque chose d'une sorte de trope de l'époque. C'est une histoire qui parle de Crésus, qui est un roi très riche, et de Solon, qui est censé être un des sages de l'Antiquité. Pas un philosophe, mais encore plus vieux, un des grands sages de l'Antiquité. Et en gros, en Grèce, il y avait un classement, de la même façon qu'il y avait 7 merveilles du monde, il y avait les 7 sages, les 7 personnes les plus sages, mais c'est que des personnes qui prédatent les philosophes, donc il n'y a aucun philosophe dedans. Donc il y a un type qui s'appelle Solon. Et donc dans l'histoire qu'Hérodote nous relate, il y a cette idée que un jour, Crésus apprend que Solon est en train de passer pas loin de chez lui. Il dit, bon, faites venir Solon au palais, parce que c'est un grand sage, quoi, c'est une star, quoi. Et il dit, voilà, Solon, j'ai une question à te poser. Qui est l'homme le plus heureux du monde? Alors bien sûr, l'idée, c'est que tout ce que veut entendre Crésus, c'est que c'est lui, parce qu'il a le plus de pouvoir, il a le plus d'argent, voilà, il est au sommet, quoi. Puis Solon dit, ah ouais, ouais, moi je connais l'homme qui est le plus heureux du monde. Je me rappelle plus exactement l'histoire, mais c'est quelque chose comme ça. C'est ce type-là qui est athénien, qui a servi son pays et qui est mort à 30 ans à la bataille contre les adversaires d'Athènes noblement. Alors, Crésus, il est un peu comme ça, du genre, ok. Alors, c'est qui le deuxième plus heureux? Ah ouais, ouais, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Tu connais l'histoire de ces deux jeunes hommes. Leur mère voulait participer à un pèlerinage religieux qui avait lieu à Athènes, mais ils habitaient assez loin d'Athènes. C'était pas sûr qu'il y avait le temps d'y arriver. Alors, ils ont dit, pas de problème. Ils ont mis leur mère dans la charrette. Ils ont tiré la charrette à deux. Ils ont couru vers Athènes. Je ne sais plus si c'est vraiment Athènes, mais vers la ville en tout cas. Et ils sont arrivés à temps pour que leur mère arrive à la cérémonie religieuse. Et pendant que leur mère s'éclatait à la cérémonie religieuse, eux, ils se sont endormis au pied d'un arbre et ils sont morts de fatigue. Ok. Puis alors, Crésus dit, bon, quand même, je vois pas pourquoi eux, ils sont plus heureux que moi. Et alors, Solon lui fait, ah, mais c'est très simple. Toi, tu es encore vivant. Eux, ils sont morts noblement. On sait que leur vie était très bien. Ils sont heureux. Toi, on ne sait pas. Peut-être que ça va être l'horreur parce que jamais on peut être sûr que le pouvoir, l'argent reste et la fortune change toujours le destin des hommes. Alors Crésus n'est pas content, il vire Solon du palais, et quelques temps plus tard, son pays est envahi, son fils est tué au combat, et les ennemis qui ont envahi son royaume le font cramer sur un bûcher. Et selon Hérodote, les derniers mots de Crésus a été Solon pendant qu'il était en train de brûler. Donc ça, c'est une histoire très représentative de la mentalité des Grecs sur l'époque. C'est l'idée qu'en fait, le bonheur, tu peux jamais être sûr que ça va durer. La tâche de tous les philosophes antiques après Aristote, c'est de dire, si, si, nous, on va trouver une forme de bonheur qui est tellement stable qu'on n'a pas peur du destin. Donc c'est ça que représente l'idée d'autarcie. C'est l'idée qu'il faut trouver une forme de bonheur qui nous protège contre les vicissitudes du destin. Et ce que dit Aristote, c'est, voilà, la générosité, c'est pas facile. Ça. Si demain on est ruiné, on n'a plus rien à donner, on ne peut plus être généreux. Le courage au combat, je sais pas, si demain vous êtes paralysé en fauteuil roulant, ça va être un peu dur d'aller à la guerre. La contemplation des vérités, aucun problème. La connaissance, tu peux faire ça n'importe où. C'est vraiment l'argument d'Aristote. Hein. Même si tu es fatigué, ça va, tu peux contempler une petite vérité. Exactement.
Alors, il y a aussi, ça, je vais peut-être sauter cela. Ouais, il y a aussi cet argument, si vous regardez dans le texte, il y a aussi un argument que j'aime beaucoup, c'est que le plaisir, c'est bien. Mais le plaisir qui dure longtemps, c'est mieux. On est d'accord. Plus un plaisir dure longtemps, plus ça fait plaisir. C'est complètement idiot. Et ce que dit Aristote, c'est qu'il y a plein d'activités qui fournissent du plaisir, mais vous pouvez tenir 10 minutes, un quart d'heure max, quoi. Et après, vous pouvez pas recommencer tout de suite, quoi. Par exemple, la course à pied. Hein. Et Aristote dit, par contre, le plaisir, que vous avez en contemplant les vérités, ça toute la journée, hein. Ça fatigue pas du tout. Toute la journée, vous posez des questions philosophiques sur le monde, sur les fondements de l'univers. Donc ça, c'est vraiment le plaisir ultime parce que jamais vous vous en fatiguez. Par exemple, si vous trouvez du plaisir à manger, vous pouvez beaucoup manger, mais en général, à partir de la troisième assiette, ça va plus vous fournir autant de plaisir. Puis à partir de la quatrième, ça va même être le contraire. Mais Aristote dit, bah, la contemplation des vérités, jamais on s'en fatigue. Tout le temps, c'est bien. Oui. Contemplation, est-ce que c'est juste le fait de penser, de raisonner, de réfléchir à Non, quelque c'est de les chose en connaître. particulier, ou c'est aussi l'observation simple d'un arbre, du ciel? Non, non, là, on est sur la connaissance des principes éternels et immuables. On n'est pas sur regarder un arbre. On est vraiment sur c'est pas regarder les planètes, c'est connaître pourquoi elles font cette orbite-là, quoi. On est vraiment sur les fondements de la métaphysique. Oui. En fait, ça donne une certaine sorte de réalisation, mais c'est là qu'on va être en haut, c'est pas juste en analysant, mais c'est en réalisant aussi. Alors pour Aristote, vraiment, ce qu'il appelle contemplation, ce qu'on traduit par contemplation, c'est la connaissance une fois qu'on l'a déjà acquise. C'est pas le moment où on l'acquiert. C'est le fait d'avoir déjà la connaissance. Parce que si c'était la réalisation, on pourrait pas l'avoir en permanence. Ce serait bizarre de réaliser des trucs toutes les 2 secondes, quoi. Ah oui, mais bon, pour lui, c'est plus le fait après d'avoir cette chose-là dans notre esprit. C'est de revenir à ce qu'on sait déjà. C'est pas le moment de la découverte. Est-ce que ça va? Alors attendez, oui. Non, non, je vous jure que dans le texte d'Aristote, c'est vraiment ça. En fait, c'est la contemplation, c'est l'activité de la sagesse, et la sagesse, c'est quand vous avez déjà la connaissance. Donc la réalisation, c'est ce qui vous amène à la connaissance et à la sagesse. Ah, Et quand je la connais, bah, j'ai réalisé cette chose et ça reste, et ça ne peut plus partir. d'accord. Pour moi, j'ai l'impression que réaliser, ça veut dire le moment où vous comprenez quelque chose de nouveau, en fait. J'ai réalisé ceci ou cela. Attendez, oui. Il y a des exemples, des comportements de la communication, des gens qui réfutent la légitimité de la communication comme la meilleure forme de bonheur. Bah, il y a des gens qui proposent d'autres théories, mais je crois pas qu'on ait beaucoup d'arguments contre Aristote directement. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans la philosophie d'Aristote, c'est que il formule la question du souverain bien, et toutes les écoles après lui vont suivre cette formulation de la question. Par contre, la réponse qu'Aristote donne à cette question, tout le monde s'en fout. Je veux dire, tout le monde reprend l'idée du souverain bien, c'est ça qu'il faut viser. Mais par contre, l'idée que le souverain bien consisterait dans la contemplation des vérités, alors après, ça va être repris au Moyen Âge et discuté. Mais dans l'Antiquité, peut-être qu'il y a des textes qu'on a ratés, mais je connais pas vraiment beaucoup de textes qui prend le temps de dire non, mais Aristote, il avait tort, quoi. C'est genre, parlons de choses sérieuses, quoi. Euh, oui. Les vérités, elles ne sont pas réservées pour les minorités. Ah si, c'est ce que je dis, hein, le truc d'Aristote, c'est hyper élitiste. C'est 1% des gens, même pas, peuvent atteindre ce bonheur, quoi. On n'est pas dans un truc, on n'est pas dans une vision démocratique du bonheur. Oui. Bien, c'est le bonheur. Ouais, Le bonheur, c'est atteindre sa forme parfaite. voilà. Pour l'être humain, c'est être rationnel. Ouais. Et pour être rationnel, il faut contempler, donc il faut acquérir des connaissances et contempler ses Ouais, connaissances. prendre plaisir dans la connaissance de ses connaissances, ouais. Alors, l'idée, c'est qu'il y a 2 façons d'être rationnel. Vous pouvez être rationnel dans les décisions que vous prenez dans la vie de tous les jours. Par exemple, décider de partir à telle heure pour arriver à temps au cours ou quelque chose comme ça. Ou vous pouvez être rationnel dans le sens où vous utilisez votre raison pour connaître le monde. Et il y a un type de rationalité qui est plus haut pour Aristote que l'autre, qui est la connaissance. Prendre des bonnes décisions, c'est moins sympa. Oui. Quelque chose d'impermanent va nous rendre heureux. C'est totalement logique, c'est genre son cours. Après les plaisirs, je vais regarder un film, je vais manger, je vais avoir une relation avec si je fais ça. On se ment à nous-mêmes, on croit qu'on est heureux, mais en fait, on va juste de plaisir en plaisir et ça ne joue pas. Alors que ces contemplations universelles, elles sont pas éternelles, mais elles ont une certaine permanence. C'est ça. Voilà. Ça assure une certaine stabilité du bonheur. Alors oui, mais après, il faut qu'on avance, hein. Oui. Mais la comportation, Comment? Parlez plus fort. la comportation, elle dépend quand même un petit peu du monde matériel. C'est-à-dire que Oui, alors ça pourrait être une objection. Par exemple, si je vous donne un gros coup de marteau sur la tête, vous avez pu contempler les vérités très longtemps. peut-être un, deux, on peut poser une idée sur certains supports. Et si on restait dans notre tête
imaginer Ouais, un peu dans l'abstraction, au bout d'un moment, plus ou moins, avec l'idée. exactement. Juste frustré L'argument d'Aristote, ce serait que c'est parmi les activités celle qui dépend le moins des vicissitudes extérieures. C'est pas celle qui dépend pas du tout, mais c'est ça que vous pouvez pratiquer le plus un peu partout. Alors, mais on peut faire des objections là-dessus, hein. Effectivement, l'intellect, c'est pas un truc, on peut affecter l'intellect. Alors, juste pour finir, je saute quelques arguments, mais je pense que l'argument le plus clair sur la position d'Aristote, c'est ça. C'est dit, voilà, par définition, les dieux sont des êtres parfaitement heureux. Donc, rappelez-vous, hein, les dieux, selon les philosophes, ce pas les dieux de la mythologie. Hein, je vous avais dit que la mythologie classique, c'est quelque chose que les philosophes rejettent. En général, ils ont une vision des dieux beaucoup plus intellectualisée. Ils disent, voilà, les dieux, par nature, sont des êtres parfaits, donc ce sont des êtres éternellement heureux. Ce que dit Aristote, c'est à quoi les dieux passent leur temps pour être parfaitement heureux? Je vous jure que c'est le texte, hein, vous lirez chez vous, il dit, est-ce que les dieux sont justes? Est-ce qu'ils font, ah, machin m'a donné de l'argent, donc je vais lui rendre ça parce que je lui c'est vraiment l'exemple qu'il donne, hein. Est-ce que je vais payer la dette que j'ai envers tel type? Et Aristote dit non, bah, les dieux, ils n'ont pas d'argent, donc ils ne peuvent pas être justes dans ce sens-là, quoi. Est-ce que les dieux, ils sont courageux? Bah non, ils ne peuvent pas être courageux parce qu'ils sont immortels. C'est un peu facile. Vous ne pouvez pas vraiment être courageux si vous êtes immortel, quoi. Le courage, c'est pouvoir dompter sa peur. Les dieux, ils ont peur de rien. Hein. Est-ce que les dieux, ils sont généreux? Bah non, ils ne se font pas de cadeaux entre eux puisqu'ils ont besoin de rien. Ils sont parfaits. Donc on ne peut pas faire de cadeaux à un dieu. Donc ce que dit Aristote, c'est voilà, pour trouver ce que c'est le bonheur suprême, il faut se demander que font les dieux? Et par élimination, Aristote arrive à la conclusion, bah, en fait, le seul truc que peuvent faire les dieux toute leur journée, c'est contempler les vérités. C'est le seul truc qu'ils peuvent faire, parce qu'ils sont parfaits, donc ils connaissent déjà la vérité, et ils peuvent tirer plaisir de connaître cette vérité. Mais toutes les vertus morales, justement, bah, celles-là, elles ne font pas partie de la nature divine. Parce que vous voyez un peu pourquoi. Parce que on voit mal pour Aristote des dieux, des êtres parfaits, s'engager dans ces activités de vertu morale. Donc pour répondre à la question qui était ici, ce que dit Aristote, c'est que les êtres parfaits, ben, ils sont parfaits par la contemplation, ils peuvent être parfaitement heureux sans pratiquer aucune vertu morale. Vous voyez, hein. C'est-à-dire que la moralité n'est pas du tout essentielle à la vertu. C'est juste que pour Aristote, bah, par contre, effectivement, l'être qui se livre à la contemplation, en général, va être vertueux dans la vie de tous les jours parce que c'est un être qui est rationnel. Et qu'il faut voir que ce qu'il appelle la vertu pratique, c'est pas forcément être gentil, c'est prendre les bonnes décisions. Et bon, ça, c'est toujours le problème qu'il n'y a pas de distinction entre prendre les bonnes décisions pour nous et pour les autres dans l'Antiquité. C'est toujours prendre les bonnes décisions. Oui. Du coup, les dieux, ils ont atteint leur forme parfaite. Bah, par définition, ils sont toujours parfaits. Ils sont là depuis toujours et ils sont par définition parfaits. Mais du coup, comment ça se fait qu'il y a plusieurs dieux si ils ont tous une forme Alors, bonne question. La réponse est, il n'y en a pas plusieurs. Alors, la réponse est, si vous plongez dans la métaphysique d'Aristote, il y a un seul vrai Dieu, c'est le premier moteur, qui est un truc très abstrait. Mais là, il écrit plus pour un grand public. On n'est pas en train de rentrer dans les considérations théologiques. Il dit, voilà, imaginez ce que ce serait un être parfait, un Dieu. Clairement, il passe son temps à contempler la vérité. Mais en vrai, il n'y en a qu'un seul hein, dans le modèle d'Aristote. D'ailleurs, il y a très peu de mention des dieux, à part dans ce texte sur l'éthique, parce qu'il essaie de faire comprendre, c'est plus un argument. Imaginez ce que ferait. On est d'accord qu'un être parfait est par nature parfaitement heureux, sinon il ne serait pas parfait, il aurait des imperfections. À quoi passe son temps un être parfait? Pour Aristote, c'est clair, il passe son temps à contempler la vérité. Je ne sais pas si vous avez d'autres solutions, mais Aristote, c'est clair, c'est ça. Mais c'est une bonne question, effectivement. Il ne faut pas prendre ça littéralement. Il faut le prendre littéralement en transposant l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le système d'Aristote, qui est le moteur qui guide le monde, si vous voulez. Et qui guide le monde parce que justement, comme il est parfait, il inspire toutes les autres parties du monde à atteindre cette perfection. C'est un truc un peu comme ça. Oui. Ici, pour Aristote, le bonheur, on veut dire la vertu par excellence. Comment on peut être vertueux sans être parfaitement moralement bon, par exemple? Parce que vertu, et ça on va y avoir ce problème très souvent, vertu, quand Aristote écrit, ça n'a pas spécialement une connotation morale. C'est arrêté en grec, ça veut dire perfection. Par exemple, un couteau est vertueux, hein, Aristote utilise ce mot, quand il coupe très très bien. Voilà, pour nous, le mot vertu a une connotation morale, mais dans le grec d'origine, pas spécialement. Hein. Si vous êtes un très très bon lutteur, vous avez une sorte de perfection, d'arrêté, de vertu. Il faut vraiment voir que dans le texte grec, vertu, ça veut dire perfection. Vous avez atteint le top, quoi. Et ça implique pas forcément de moralité. C'est juste, il faut vraiment voir que la vertu pratique, selon Aristote, c'est juste la capacité à prendre les bonnes décisions pour atteindre le bonheur. Donc c'est pour ça que, d'une certaine façon, la vertu pratique est liée au bonheur. C'est juste que, bah, en général, ça permet de faire les bons choix pour atteindre le bonheur. Voilà. Comment? C'est quand même. C'est pas la forme parfaite, c'est seulement le bonheur de la forme parfaite. Pardon.
Alors, ouais, on va dire la vertu pratique, ça aide à atteindre le bonheur, mais ça n'est pas le bonheur. Est-ce que c'est plus simple comme ça? La vertu pratique, c'est prendre les bonnes décisions pour atteindre le bonheur, pour atteindre le bien. Par exemple, les dieux n'ont pas besoin de vertu pratique puisqu'ils sont nés déjà parfaits. Et le vrai bonheur, sans suprapuissance, ça prend pas la vertu pratique. Voilà, c'est ça. En gros, par exemple, si vous étiez une sorte de cerveau dans une cuve, qui peut contempler toute la journée, mais qui est incapable de prendre des décisions parce que vous êtes bloqué là, hein, vous pourriez quand même être heureux pour Aristote, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de nécessité d'agir, d'interagir avec les autres pour être heureux. Même si, bon, ça peut être un petit complément, parce qu'il y a les livres 8 et 9 sont sur l'amitié, mais ce n'est pas du tout nécessaire. C'est un peu bizarre, je sais, par rapport à d'autres trucs que vous avez vus dans la philo antique, mais c'est pour ça que c'est assez marrant la réponse d'Aristote, puisque vous allez voir, c'est repris par d'autres personnes au Moyen Âge. C'est vraiment ça, c'est quoi le bonheur? C'est la connaissance. Et puis ça colle tellement bien à Aristote, si renseignez-vous sur lui, hein. Par exemple, son école, c'était vraiment un truc où les gens ils allaient collecter des échantillons de tous les animaux qui existent, ils faisaient des relevés de plein de phénomènes, ils faisaient du droit comparé en collectant les constitutions de plein de villes différentes. Les mecs étaient à fond là-dedans, quoi. Ils vivaient pour le truc. C'est vraiment, en fait, ça colle à leur pratique assez bien. Mais voilà, du coup, il vivait ça, mais le principe de cette conception du bonheur, c'est que c'est surtout dans la pensée, dans la connaissance. Oui. Dieu de Aristote, c'est un peu la forme sans la matière. Ouais, alors l'idée, c'est que ce que Aristote appelle le premier moteur, c'est le seul être existant qui est atteint, qui est réalisé parfaitement sa forme. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est forme pure ou est-ce que c'est parce qu'il est composé d'une matière qui est très fluide et qui obéit à la forme? Je ne me rappelle plus l'un ou l'autre si c'est tranché. Mais c'est ça. L'idée, c'est que c'est le seul truc qui est vraiment atteint sa perfection dans le monde. Comment? Dieu et Dieu grec, pour lui. Non, et en fait, il n'existe qu'un dieu, hein. Les dieux grecs, ça n'existe pas, voyons. Ça, là, on est là juste pour la dialectique, quoi. Mais l'idée, c'est que les dieux de la mythologie n'existent pas pour la plupart des philosophes, quoi. Même chez les présocratiques, on trouve des gens qui croient aux dieux, mais c'est jamais les dieux de la mythologie. Il y a l'idée que les dieux de la mythologie, c'est en fait juste des êtres humains à qui on a donné des pouvoirs un peu plus grands. C'est pas ontologiquement très intéressant, quoi. Il y a plus un bon. Ouais, c'est ça. Mais même chez Platon, c'est pas clair qu'il croit vraiment aux dieux sous la forme populaire. C'est juste qu'il utilise des mythes, mais pas bien clair. Voilà, et donc je finis là-dessus, hein, comme je vous disais. Par contre, même si la contemplation théorique, c'est le souverain bien, pour Aristote, il y a un certain nombre de conditions à remplir pour être heureux. Je vous lis le chapitre de l'extrait parce que j'aime beaucoup. En effet, dans un grand nombre de nos actions, nous faisons intervenir à titre d'instrument les amis, ou la richesse, ou l'influence politique, et d'autre part, l'absence de certains avantages gâte la félicité. Il y a certains avantages, si vous ne les avez pas, ça gâte votre appréciation du bonheur. C'est le cas, par exemple, pour la noblesse de race. Donc, si vous n'êtes pas d'une race noble, c'est quand même un peu triste. Une heureuse progéniture, voilà, si vos enfants sont vraiment trop durs à supporter, c'est dur aussi. La beauté physique. On n'est pas en effet complètement heureux si on a un aspect disgracieux, si on est d'une basse extraction ou si on vit seul et sans enfants. Et puis encore sans doute si on a des enfants ou des amis perdus de vice, ou si enfants, enfin, alors qu'ils étaient vertueux, la mort nous les a enlevés. Ainsi donc que nous l'avons dit, il semble que le bonheur ait besoin comme condition supplémentaire d'une prospérité de ce genre. De là vient que certains mettent au même rang que le bonheur la fortune favorable, ou que d'autres l'identifient à la vertu. Le bonheur, c'est la contemplation, mais pour bien apprécier la contemplation, il faut quand même tout un tas de conditions. Donc, si quelqu'un trouve que ma présentation d'Aristote était trop matérialiste jusqu'ici, je vous renvoie à ce paragraphe qui vous donne un aspect de ce que Aristote peut raconter. Donc, c'est clairement quelqu'un de très terre à terre, hein, sur pas mal d'aspects. Donc, vous voyez, du coup, c'est vraiment l'idée que la conception du bonheur d'Aristote est élitiste. Donc là, je finis sur Aristote. Donc là, par exemple, les questions à réviser sur le cours, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, l'idée c'est que l'examen, c'est un oral dans lequel vous avez une question, par exemple, qu'est-ce que le bonheur? Donc, toutes les questions que vous avez à l'oral sont présentées au fur et à mesure du cours. Et là, c'est des points que vous pouvez réviser pour préparer chaque sujet. La préparation de l'oral se fait sans document, donc vous devez tout connaître. Hop. Alors, du coup, maintenant qu'on a vu la question que posait Aristote, on va voir les différentes réponses possibles. Alors, pas toutes, mais les plus célèbres. Et on va commencer par une réponse très simple, c'est l'hédonisme. Oui. Tous les documents sont sur Moodle. Non. Donc, maintenant qu'on a posé cette question, comment est-ce que les gens y répondent dans l'Antiquité? Donc, une réponse qui est souvent la plus simple, qui vient souvent à l'esprit des gens d'abord, en tout cas maintenant, pas forcément dans l'Antiquité, c'est de se dire, bah, le bonheur, c'est très simple, c'est le plaisir. Voilà, en tout cas, une forme de plaisir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hédonisme. Alors déjà, je commence par quelques distinctions qui vont être utiles tout au cours de ça.
Donc jusque-là, j'ai dit, voilà, le bonheur, ce serait une valeur finale, il y a pour Aristote, une valeur positive intrinsèque, finale. Mais dans la philosophie contemporaine, on distingue plusieurs types de valeurs. C'est l'idée qu'on peut avoir plusieurs types de valeurs finales. Il y a la valeur prudentielle, c'est que quelque chose a de la valeur prudentielle si elle rend notre vie meilleure, plus désirable. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous avez envie d'être en bonne santé, donner de la valeur à la bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est bon pour vous. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la valeur prudentielle. Prudence, ça vient de phronésis, hein, c'est de la sagesse pratique. Donc, c'est ce que vous cherchez pour votre bien, finalement. Et par exemple, maintenant, on va voir que dans l'Antiquité, la distinction n'est pas faite, ce qui pose tout un tas de problèmes quand on lit les textes antiques. Nous, on a tendance à distinguer la valeur prudentielle de la valeur morale. On peut dire que quelque chose est bon pour nous, mais que ce n'est pas bon moralement. Donc, un exemple très très classique de ça, par exemple, c'est que si vous. Voilà, un exemple qu'on trouve dans la plupart des manuels de philo. Si vous prenez Les Misérables, il y a ce passage dans Les Misérables donc de Victor Hugo où Jean Valjean découvre que donc ça fait un moment qu'il est planqué, les gens pensaient qu'il était mort jusqu'ici, il est devenu un notable dans une riche ville, il a fait prospérer la ville, donc tout va bien pour lui. Et là, il entend dire qu'on a arrêté Jean Valjean. Là, il se pose quand même des questions. Et il va voir un procès où il y a un vieux type un peu déglingue qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Les gens l'accusent d'être Jean Valjean, ils disent voilà, on va te foutre en prison parce que tu es Jean Valjean. Et du coup, il est condamné, tout le monde dit oui, oui, c'est Jean Valjean, je le reconnais, vas-y, voilà en prison. Donc là, Jean Valjean a un choix, soit il s'en lave les mains et il se dit bon, bah, moi je suis tranquille, soit il se dénonce pour ne pas que cette personne soit accusée, envoyée en prison à sa place. Donc ça, c'est présenté comme Victor Hugo comme un grand dilemme, parce qu'il y a l'idée que d'un côté, il y a ce qui est bon pour Jean Valjean, ce qui est bon pour lui, vivre sa vie tranquillement, et de l'autre côté, il y a ce que la morale demande. Il y a l'idée que les demandes de la morale et des valeurs prudentielles ne sont pas toujours les mêmes. Est-ce que vous voyez la distinction? Alors, comme je disais, le problème, c'est que le mot bien, dans l'Antiquité, ce qui fait que c'est très dur de comprendre Aristote, Platon, à certains moments, c'est que ça retrouve les deux en même temps sans faire la distinction. Ce qui pose tout un tas de problèmes pour en fait, analyser les arguments. On distingue aussi d'autres types de valeurs, hein, les valeurs esthétiques. Par exemple, on dit que quelque chose est beau, ça ne veut pas forcément dire que c'est moralement bon, ni que c'est bon pour nous, par exemple. Et la valeur épistémique, c'est voilà, alors, je vais dire, valeur épistémique, c'est ce qui contribue à notre connaissance, à notre compréhension des choses. Par exemple, on peut dire une théorie est très bonne au sens où elle nous permet de comprendre le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle est moralement bonne ou qu'elle est bonne pour nous et qu'elle nous aide à vivre. Donc tout ça, ça peut être des valeurs différentes, hein. Donc ça, on les distingue maintenant, mais il faut voir que ces distinctions, elles s'établissent au fur et à mesure de l'histoire de la philosophie. Si vous lisez beaucoup de textes antiques, il y a surtout le bien. Et même, des fois, on a l'impression qu'ils distinguent le bien du beau, par exemple. Mais en fait, si vous lisez ce qu'ils mettent sous le mot beau, les actions courageuses sont belles, hein. Donc il n'y a pas forcément de distinction très claire entre l'esthétique et la morale, en tout cas au sens qu'on donne aujourd'hui à ces distinctions. Alors pourquoi c'est important? Je vais y revenir en 5 secondes. Donc là, je vous donne un petit exercice quand même. Il y a un certain nombre d'énoncés, donc vous trouvez quel type de valeur on parle. Si je vous dis c'est joli, voilà, ça c'est une valeur esthétique. Si je dis il faut manger des légumes verts, c'est bon pour toi. Ça c'est prudentiel, hein. L'idée c'est que ce n'est pas moralement bon de manger des légumes verts. Ce n'est pas bien de voler les affaires des autres. Là, on est sur du moral. C'est une remarque très éclairante. Voilà, c'est intéressant. Alors, c'est plus souvent épistémique. Ouais. C'est injuste. C'est moral. Mettre ses deux doigts dans la prise est une très mauvaise idée. Voilà, c'est prudentiel en général. Peut-être que épistémiquement, c'est une bonne idée, hein. On découvrirait des choses fantastiques en mettant ses doigts dans la prise. Ça ferait progresser la connaissance, vous apprendriez des trucs. Mais en tout cas, prudentiellement, c'est pas terrible. Il vaut mieux porter un casque sur un chantier. Voilà, ses mouvements sont gracieux. Voilà, donc esthétique. L'anonymat vaut mieux que la célébrité. Ah bah alors c'est dur, on pourrait se dire, est-ce que c'est un jugement prudentiel? Est-ce que pour que votre vie soit bonne, c'est mieux l'anonymat que la célébrité? Ou est-ce que c'est une question morale, dans le sens où la célébrité va forcément vous amener à vivre une vie dépravée et corrompre votre moralité? Là, on n'est pas sûr, en fait. Si je dis quelque chose, c'est beau. Alors, esthétique, mais pas que, en fait. Par exemple, on peut dire qu'une action est belle, c'est une belle action. Par exemple, on peut s'émouvoir devant une action dans un film, on peut dire, ah, c'est beau quand même, ce geste. C'est pour ça que c'est pas toujours évident. Et si je dis la vertu vaut mieux que le bonheur, ouais, c'est censé être plutôt moral, parce que du point de vue prudentiel, l'idée, c'est que par nature, le bonheur, c'est meilleur que tout. Parce que ça, c'est censé être un jugement plutôt moral. Donc, vous voyez que l'idée, c'est qu'en fait, quand on dit quelque chose est bon ou meilleur que quelque chose, ça peut être en plusieurs sens différents. Donc souvent, la façon dont on traduit la question du souverain bien, c'est qu'aujourd'hui, l'idée qu'on cherche qui est prudentiellement bon. Il faut bien garder en tête que
dans la philosophie antique, c'est un mélange des deux, ça va être important. C'est souvent un mélange prudentiel moral qui est pas bien, qui est pas très distinct pour eux, et ça va expliquer un certain nombre de problèmes qu'on va rencontrer, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas dans la séance suivante. Voilà, donc l'idée c'est aujourd'hui on définit le souverain bien comme ce qui a une valeur prudentielle intrinsèque, hein, qui a une valeur qui est bon pour nous en soi et pas parce que ça sert à quelque chose d'autre. Et on va voir trois grandes réponses. Ça pourrait être le plaisir, ça pourrait être la satisfaction des désirs, ou ça pourrait être la vertu, au sens un peu plus proche de ce qu'on appelle aujourd'hui vertu. Alors pourquoi le plaisir? C'est une solution qui vient assez souvent, parce que si on définit souverain bien comme ce qui n'a pas de valeur, qui a une valeur intrinsèque et pas extrinsèque, souvent le plaisir, c'est quelque chose d'assez tentant comme réponse. Parce que souvent, quand on cherche le plaisir, ben, c'est pour le plaisir, quoi. Voilà, si vous dites pourquoi tu fais, à quelqu'un pourquoi tu fais ça et que la personne vous dit pour le plaisir, en général, vous n'avez pas besoin de pousser les questions un peu plus loin. Vous dites ok, ah, bah, ça te fait plaisir. Bah, ok, ouais, ouais, je comprends bien, quoi. En général, ça ne demande pas plus d'appel. On ne demande pas aux gens, mais pourquoi tu as envie d'avoir du plaisir? Qu'est-ce que c'est que cette idée? D'où ça vient? On dit ah, ok, ok. Et puis il y a l'idée qu'il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer par le plaisir. Voilà, on dit voilà, pourquoi tu fais telle activité pour le plaisir, pourquoi tu veux gagner de l'argent pour le plaisir, pourquoi tu veux une maison pour le plaisir. Voilà. Il y a plein de trucs parce que ça vous apporte du plaisir et ça évite de la douleur. Donc, l'idée que le souverain bien, c'est le plaisir, c'est ce qu'on appelle l'hédonisme, hein. Donc, l'hédonisme, ça vient du grec hédoné, plaisir, et c'est la thèse selon laquelle le plaisir est la seule chose à avoir une valeur prudentielle positive. Finalement, la seule chose qui est bonne en elle-même, c'est le plaisir. Tout le reste est bon uniquement parce que ça nous donne du plaisir. Et la seule chose qui est mauvaise en elle-même, c'est la douleur. C'est un peu symétrique. Les choses ne sont mauvaises que parce qu'elles nous privent de plaisir ou qu'elles nous donnent de la douleur. Oui. On ne pourrait pas définir le bonheur comme une suite ininterrompue de plaisir. Ah bah, c'est un peu la définition que vont proposer les hédonistes, en tout cas. C'est une vie dans laquelle il y a le plus de plaisir possible, en tout cas. Ininterrompue, c'est un peu dur à atteindre, mais en tout cas, c'est une vie qui est remplie de plus de plaisir possible. Il y a plus de moments qui sont remplis par le plaisir. Est-ce que vous voyez l'idée? Je pense que ce n'est pas la théorie la plus difficile. Ouais, c'est bon. Alors, le problème, c'est qu'il y a deux formes d'hédonisme dans l'Antiquité. Une dont vous avez déjà entendu parler et l'autre peut-être pas. Il y a deux écoles hédoniques. C'est les cyrénaïques et les épicuriens. Et c'est une position très importante. Ça permet de mieux comprendre les épicuriens. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que les cyrénaïques pensent que le plaisir est par essence mobile, et que les épicuriens pensent qu'il existe des plaisirs immobiles. Et là, ça ne vous dit absolument rien, mais je vais expliquer ce que ça veut dire. Parce que c'est vraiment fondamental pour comprendre l'épicurisme. Alors, je vais commencer par le cyrénaïsme. Il n'y a pas grand-chose à en dire parce qu'on a perdu la plupart des textes cyrénaïques, encore une fois. Pourquoi? Peut-être en partie parce que c'est encore pire que l'épicurisme dans sa défense du plaisir. Et on est passé par plusieurs milliers d'années dans lesquelles les gens trouvaient que le plaisir, c'était pas super, super. Alors, le cyrénaïsme, c'est fondé par Aristippe de Cyrène, qui est un philosophe du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est un disciple de Socrate, et qui est un disciple de Socrate que tous les autres disciples de Socrate avaient plutôt tendance un peu à rejeter. C'est un peu le mouton noir. Pourquoi? Bah déjà parce qu'il se faisait payer. Petite enflure. Là où Socrate s'était vraiment vanté de jamais se faire payer, parce que lui, il n'était pas un sophiste, lui a pris les enseignements de Socrate et les a ensuite monnayés. Voilà. Donc en général, les gens n'étaient pas super contents, mais il a fondé son école, et un des principes de l'école, c'est que le bonheur, c'est le plaisir. Ce qui n'est pas non plus hyper socratique, hein, si vous y pensez aussi. Mais voilà, c'est l'enseignement qu'il en tire. Donc voilà ce que nous dit un fragment, hein. Ceux qui ont suivi les dogmes d'Aristippe se sont nommés Cyrénéens à cause de Cyrène, qui était la patrie de ce philosophe. Ils croient que l'homme est sujet à deux passions, au plaisir et à la douleur. Ils appellent le plaisir un mouvement doux et la douleur un mouvement rude. Ils prétendent que tous les plaisirs sont égaux et que l'un n'a plus rien de sensible que l'autre. Et tous les animaux recherchent le plaisir et fuient la douleur. Alors cette thèse-là est très importante puisque ça veut dire que tous les plaisirs sont égaux. C'est-à-dire qu'au début, les gens ont plutôt tendance à dire bah, le plaisir, c'est bien, il n'y a pas de question. Puis après, les gens disent ah, il y a peut-être des plaisirs qui valent plus que d'autres. Par exemple, si je vous dis je ressens du plaisir à aider mes proches. Ok. Finalement, je vous dis mais je ressens encore plus de plaisir à torturer des chatons. Est-ce que vous allez dire bon, faut suivre le second parce que quand même, c'est plus de plaisir. Non, il y a un peu ce sentiment que finalement, il y a des plaisirs qui valent mieux que d'autres, parce qu'ils sont un peu plus moraux, parce qu'ils ont des meilleures conséquences sur les autres. Hein. Ce que dit la thèse sur laquelle les plaisirs sont égaux, c'est dire non, un plaisir, c'est un plaisir. Une unité de plaisir, c'est une unité de plaisir. Le fait de savoir si c'est moral ou immoral, c'est complètement pas pertinent. Le bonheur, c'est le plaisir. Donc, ce qui me procure le plus de plaisir, c'est de torturer des chatons. Du point de vue prudentiel, au moins, ce que je dois faire, c'est torturer des chatons. C'est ça que veut dire la thèse selon laquelle tous les plaisirs sont égaux. C'est qu'il n'y a pas
Il n'y a que des classifications quantitatives des plaisirs. Est-ce qu'ils donnent plus ou moins de plaisir? Est-ce que c'est plus ou moins intensif? Est-ce que ça dure plus ou moins dans le temps? Ça, c'est Mais il n'y a pas de considération qualitative. Il n'y a pas l'idée que il y a des plaisirs qui sont meilleurs parce qu'ils sont moraux, puis des plaisirs qui sont moins bons parce qu'ils sont immoraux. Tout ça n'existe pas. On est vraiment en idée que la seule chose qui distingue les plaisirs, c'est la quantité, à la fois en intensité et en durée. C'est ça qui compte. C'est là-dessus qu'on base les décisions. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée? Est-ce que vous avez un peu cette intuition que des fois, on a quand même envie un peu de dire qu'il y a des plaisirs qui sont meilleurs que d'autres, indépendamment de leur quantité, qu'il y a des trucs qui sont qualitativement meilleurs que d'autres, en tout cas. En tout cas, l'idée, c'est que là, on rejette cette idée. C'est pour ça que voilà, c'est une thèse très forte. Un plaisir est un plaisir. Le fait de savoir ce qu'il a causé est non pertinent. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Voilà. Voilà. Par exemple, vous allez dire peut-être qu'une meilleure raison, si vous voulez me décourager de imaginons que je suis un sirénaïque, si vous voulez me décourager de torturer des chatons, il faut dire, mais en fait, c'est pas bien de torturer des chatons, il ne faut pas que tu le fasses parce que même si ça donne du plaisir, après, l'aiguillon du remords va gâter ton plaisir. Ça, ce serait un bon argument pour un sirénaïque. Puis je vous répondrai non, non, j'ai aucune conscience. Et là, vous n'auriez plus rien à dire. Voilà. Donc, on sait plusieurs choses sur les Cyrénaïques. Donc, Aristippe, il y a plusieurs choses dans sa vie. C'était quelqu'un qui vivait sa philosophie jusqu'au bout. Donc, il allait à la cour de dictateur pour vendre ses services, histoire d'avoir le plus d'argent possible. La légende dit qu'il avait établi ses quartiers dans un bordel et que sa compagne était la chef de la maison de passe, etc., etc. Donc, voilà, tout ça. Encore une fois, les philosophes antiques sont souvent très cohérents dans leur façon de vivre par rapport à leurs principes. Vraiment, un des points importants pour les philosophes antiques, c'est cette idée qu'il n'y a pas de plaisir immobile pour les Cyrénaïques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour eux, on ne ressent du plaisir ou de la douleur qu'au moment où il nous arrive quelque chose, que quand il y a un stimulus extérieur qui vient changer notre attitude. C'est-à-dire que pour ressentir du plaisir, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut qu'il y ait quelque chose qui change en moi. Par exemple, il faut que, je ne sais pas, il y a un plat avec un goût très attrayant qui entre dans ma bouche, que j'ai des contacts très plaisants sur ma peau. Et voilà, le plaisir est toujours lié à un stimulus extérieur. Si je reste comme ça sans rien faire, je ne peux pas avoir de plaisir. C'est ça l'idée qu'il n'y a pas de plaisir immobile. Vous ne ressentez du plaisir que quand votre âme est mise en branle par quelque chose d'extérieur. Vous voyez l'idée. Et ça, c'est très important parce que les épicuriens, ça va être le contraire, justement. Ils vont dire, il y a des plaisirs immobiles, même si vous faites rien comme ça, vous pouvez tirer du plaisir. Alors, voilà, donc les Cyrénaïques, c'est ça, ce sont des hédonistes. Ils pensent que le bonheur, c'est le plaisir, tous les plaisirs se valent, et le plaisir ne peut venir que de stimulation extérieure. Il faut qu'il se passe des trucs. De la même façon, la douleur vient de stimulation extérieure. Est-ce que c'est bon? Donc on oppose souvent les Cyrénaïques. Alors il n'y a pas grand-chose sur les Cyrénaïques, il y a un petit volume en français qui regroupe tous les fragments et qui a été édité par... enfin, les fragments ont été récoltés et traduits par quelqu'un d'autre, puis Michel Onfray a écrit une préface et donc il a écrit Onfray en gros sur le volume. Mais le volume regroupe en fait le travail de collecte de ces fragments, si vous voulez jeter un coup d'œil à ce qu'on sait sur les Cyrénaïques. Et donc les Cyrénaïques s'opposent en quelque sorte, parce que c'est quand même aussi des hédonistes, aux épicuriens. Donc les épicuriens, c'est une école créée par Épicure. L'école d'Épicure, c'est ce qu'on appelle le jardin, qui est littéralement un jardin aux abords d'Athènes, dans lequel Épicure acceptait les gens pour parler de philosophie. Et bon, contrairement à Aristote, l'école d'Épicure est profondément démocrate, ouverte à tous, parce qu'il accepte les femmes et les esclaves comme des cibles. Je ne vous dis pas. Alors, bien sûr, c'est encore une fois lié à sa philosophie. La philosophie d'Épicure, c'est que le bonheur réside dans le plaisir. Et effectivement, le plaisir, c'est peut-être quelque chose de plus ouvert que la contemplation des vérités éternelles. Hein. Vous voyez que vos théories influent qui vous acceptez dans votre école. Pour Aristote, c'était clair que le bonheur, c'était la connaissance ultime qui demande 15 ans de formation. Donc tout le monde ne va pas être là. Pour Épicure, l'idée, c'est que le bonheur, c'est dans le plaisir. Puis en général, vous êtes tous plus ou moins capables de ressentir du plaisir. Donc la philosophie s'adresse à tous, de façon conséquente. Alors, Épicure a écrit apparemment énormément de livres, il ne nous reste pas grand-chose, encore une fois, quelques fragments. Un des textes qui nous reste le plus important, enfin, le plus important, pas forcément, le plus important pour la question du bonheur, c'est la lettre à Ménécée, que j'ai mis sur Moodle et que vous avez donc tous lu pour aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas lu pour aujourd'hui, vous le lisez pour la semaine prochaine, ça va être utile. La lettre à Ménécée, c'est vraiment une lettre dans laquelle il condense un peu ses enseignements, qui quand même était censé s'étaler sur beaucoup, beaucoup de volumes et de beaucoup, beaucoup de pages. Donc on a une version très réduite de l'enseignement d'Épicure, mais en tout cas, la plupart des sources qu'on a là. Donc, les sources sur l'épicurisme, on a quelques lettres d'Épicure. La lettre à Ménécée sur
le bonheur, puis Hérodote et Pythoclès sur les phénomènes naturels. Donc, si vous vous intéressez pas à la physique très antique, c'est pas terrible. Il y a aussi les maximes capitales et les sentences vaticanes, qui sont un ensemble de phrases d'Épicure qu'on a retrouvées. Les sentences vaticanes, on les a retrouvées quelque part au Vatican. C'est pour ça qu'elles s'appellent comme ça. Si ça vous intéresse plus de fouiller, vous avez ce volume, donc les longues essais de Lais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est une collection de bouquins qui collectionne un peu la plupart des textes importants, des fragments qu'on a sur les philosophes de l'Antiquité, qui les expliquent gentiment, qui les commente et qui donc une bonne introduction à la plupart des écoles d'Antiquité. Ça, vous pouvez lire Cicéron, on va en reparler, des termes, des biens et des termes extrêmes, des biens et des mots. C'est un bouquin de Cicéron, dans lequel Cicéron se met lui-même en scène, en train d'aller interroger un épicurien, puis un stoïcien, et il leur demande à chaque fois d'expliquer leur théorie. Et puis après, il fait des objections. Donc, c'est une des sources qu'on a le plus sur l'épicurisme. Et surtout, quelque chose de très important, c'est le De Rerum Natura de Lucrèce. Donc, Lucrèce, c'est un épicurien romain, ce coup-ci. Donc on est passé en Rome antique, qui a écrit ça. Le De Rerum Natura, c'est un poème, très long poème, de physique principalement, qui explique la physique atomiste des épicuriens sous forme de poèmes. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai souffert et que j'étais étudiant, j'ai eu un semestre entier sur le livre 3 qui explique comment les miroirs marchent, selon les stoïciens, selon les épicuriens. Et je ne pensais pas qu'on pouvait faire un poème qui, pendant 10 pages, détaille tous les types de miroirs déformants qui existent à l'époque. Mais c'est possible. Voilà, mais il y a quand même des passages importants du point de vue éthique dans ce poème-là. C'est les sources que je vais utiliser. Et bon, une première question qu'on peut poser aux épicuriens, c'est déjà pourquoi penser que le plaisir, c'est le souverain bien? Pourquoi partir de l'idée que le souverain bien réside dans le plaisir? On trouve plusieurs arguments chez les épicuriens. Après, je vais rentrer dans le texte d'Épicure, mais je vous donne un peu quand même le cadre général. Un des arguments d'Épicure, c'est que on est tous attirés par le plaisir. C'est clair, personne n'a envie de dire « Ah non, du plaisir, zut alors !» C'est vraiment ça l'argument d'Épicure. Il dit voilà, tout animal, dès sa naissance, recherche le plaisir et en jouit comme du plus grand des biens, alors qu'il repousse la douleur comme le plus grand des maux et l'évite dans la mesure du possible. Donc ce que dit Épicure, c'est regardez les animaux. Qu'est-ce que font les animaux? Ils recherchent le plaisir et ils évitent la douleur. C'est clairement un phénomène naturel. Et il agit ainsi quand il n'est pas encore corrompu, suivant le jugement pur et sain de la nature elle-même. En conséquence, d'Épicure, il n'y a nul besoin de prouver ou de discuter pour quelle raison le plaisir doit être recherché, la douleur évitée. Ce que dit Épicure, c'est chez les animaux, on voit qu'on cherche uniquement le plaisir et qu'on cherche uniquement à éviter la douleur. Chez les êtres humains, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est parce que la culture, les préjugés peuvent déformer le jugement d'être humain. Il y a peut-être des gens super bizarres qui vont chercher, je ne sais pas, la vertu ou la perfection morale, toutes ces conneries. Mais en tout cas, si vous n'avez pas été complètement déformé, matrixé par la société, vous savez que ce qui est bon, c'est le plaisir, et ce qui est mauvais, c'est la souffrance. Hein, voilà, c'est clair, c'est ce que nous apprend la nature. C'est déjà le premier argument. Hein. Alors, un des problèmes de cet argument, c'est que bon, même si c'est clair qu'on aime le plaisir, c'est pas clair que ce soit la seule chose qui soit bonne quand même. Hein, on pourrait dire, bon, effectivement, tout le monde est d'accord sur le fait que tout le monde s'accorde sur le fait de dire que le plaisir c'est chouette, mais ça ne veut pas dire qu'on pense que c'est la seule chose qui est bonne. Puis même chez les animaux, on pourrait quand même se dire, parce que c'est vrai que les animaux recherchent uniquement le plaisir et la douleur, on pourrait trouver plein d'exemples très bizarres qui suggèrent le contraire, mais je ne vais pas rentrer dans un cours de zoologie bizarre. Par exemple, genre, tu prenais plein de rapports sexuels qui existent chez les animaux, il y a des trucs tellement horribles que clairement les gens font pas ça pour le plaisir, quoi. Peut-être le cas chez l'être humain, mais prenez par exemple, allez juste vous documenter sur la reproduction des chats, puis vous allez avoir des trucs très bizarres. Euh, alors, l'idée, c'est que cet argument, ce premier argument sur l'hédonisme, il suppose une distinction entre deux types d'hédonisme. L'hédonisme psychologique, ce qu'on appelle l'hédonisme psychologique, aujourd'hui, c'est la thèse que les individus ne sont motivés que par le plaisir et la douleur. Donc, c'est ça la première thèse. Et l'hédonisme, c'est que l'hédonisme moral, c'est que les individus ne devraient être motivés à agir que par l'attrait du plaisir et la crainte de la douleur. Et ce que fait l'argument d'Épicure, c'est de passer un peu de ça à ça. C'est de se dire, bon, c'est clair que dans la vie de tous les jours, on cherche uniquement le plaisir et on cherche uniquement à éviter la douleur, sauf si votre jugement est corrompu, bien sûr. Et du coup, ça montre que c'est ça qui est bien. Il y a un petit problème quand même dans l'argument. Hein, voilà, donc c'est pour ça que on peut discuter l'argument. Est-ce que le passage de l'un à l'autre est vraiment un bon argument? Est-ce que c'est parce que les gens font que ça, que c'est ça qu'ils devraient faire? Ça, c'est un autre problème. C'est un argument qu'on retrouve à l'époque contemporaine. Donc il y a toujours des gens qui défendent l'hédonisme aujourd'hui. Hein. Donc, un grand défendeur de l'hédonisme psychologique, mais pas moral,
Par exemple, c'est John Stuart Mill qui a écrit un ouvrage Utilitarisme. Et le premier chapitre de l'ouvrage, que je vous conseille de lire parce qu'il est très connu, ça consiste uniquement à dire, bah, c'est clair que le bien prudentiel, pas moral, hein, le bien prudentiel, c'est le plaisir, parce que tout ce qu'on fait, même si on n'a pas l'impression, on le fait pour chercher le plaisir ou éviter la douleur. Je vous laisse relire le texte, mais c'est vraiment son argument. Il dit, voilà, c'est clair que la seule chose qui est bonne, c'est le plaisir. Et c'est quoi la preuve? C'est qu'on cherche que ça. Encore une fois, il y a un peu un problème dans le passage, vous voyez. Je ne sais pas à quel point vous êtes convaincu par l'argument. Déjà, vous n'êtes peut-être pas convaincu par l'observation de base, mais même si vous étiez convaincu par l'observation de base, c'est pas clair qu'on doit déduire du fait que c'est ça qu'on cherche, à l'idée qu'il n'y a que ça qu'on devrait chercher. Vous voyez. Alors, c'est déjà une discussion qu'il y a dans l'Antiquité, hein. Si vous prenez par exemple le livre 2 du livre de Cicéron, des fins des biens et des maux, il y a un peu cette discussion entre Cicéron et. Non, c'est entre un type qui est là, un troisième type qui est là, et l'épicurien, où à un moment, il se fâche contre l'épicurien en disant, mais c'est pas possible de dire qu'il n'y a que le plaisir qui compte. Prends ce général romain qui était à la guerre, et à un moment, son fils a fait une connerie, et il a décapité son propre fils devant ses soldats, par sens du devoir. Est-ce que tu crois vraiment qu'il a fait ça par plaisir? C'est pas possible. Et l'autre épicurien fait, bah si. Bah, parce qu'il savait que s'il le faisait pas, les soldats lui tombaient dessus et qu'il allait bien morfler, voire même être tué. Donc il a fait ça pour éviter la douleur. Voilà. Donc il y a encore, il y a déjà ces débats-là du genre, est-ce qu'il n'y a pas vraiment des actions qui sont faites par pur sens de la morale? Puis l'épicurien dit, bah non, il l'a fait parce qu'il savait que sur le long terme, ça lui coûterait plus. Il a fait le calcul dans sa tête, finalement, que bon, il fallait bien qu'il sacrifie son fils, que de toute façon, sinon ils allaient se faire tuer tous les deux. Donc avoir une seule personne tuée plutôt que deux, c'est mieux. Donc voilà, quoi. Oui. Quoi la différence entre le plus grand des biens et la seule fin? C'est la même chose pour Aristote. La seule fin, la fin ultime de nos actions, c'est le plus grand des biens. Quand il dit le plaisir de chercher comme le plus grand des biens, il parle comme la seule fin, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les autres. Ah, parce que en fait, dans le texte, je ne suis pas entré là-dedans, mais dans le texte que j'ai donné avant, c'est pas clair qu'Épicure dit complètement qu'on cherche que le bonheur, que le plaisir. Parce que déjà, il dit que déjà, si votre éducation vous a corrompu, vous êtes peut-être persuadé qu'il faut chercher la gloire, par exemple, la gloire politique, c'est un truc sur lequel il écrit beaucoup, plutôt que le plaisir. Donc, ça, c'est ce qui marche pour les animaux, mais ça ne marche pas pour les humains corrompus, déjà. Et dans le texte, il dit le plus grand des biens, il ne dit pas juste que c'est le seul bien. Donc, c'est pas complètement clair. Oui. Par exemple, Épicure, ce qu'il dit, c'est qu'il faut profiter justement des paysages charnels le plus possible, en amuser, on est à un bon niveau et qu'on est bien si on fait ça, mais en fait, le plus grand bien, la meilleure chose à faire, c'est plutôt justement de chercher une sorte d'ataraxie et pas de courir constamment après le plaisir. C'est pas ça qui aurait le rendre vraiment heureux. Alors, effectivement, il y a une double déformation. Il y a celle que la plupart des profs de philo vous préviennent, c'est qu'épicurien, ça ne veut pas dire le type qui cherche tous les plaisirs charnels, qui accumule et tout. Ça, c'est vrai, on va le voir. L'épicurien, c'est pas le cyrénaïque. Ok. Mais après, il y a une autre déformation un peu trop dans l'autre sens, qui est l'idée que finalement, ce que l'épicurien cherche, c'est pas le plaisir, c'est un certain type de plaisir. On va voir que ce que dit l'épicurien, c'est non. Ce qu'il faut, c'est maximiser le plaisir. C'est ça qui compte. C'est juste que l'ataraxie, c'est en général le meilleur moyen de maximiser le plaisir. Mais je vous montrerai des textes d'Épicure qui vous dit, si vous pouviez trouver plus de plaisir en assassinant des gens et en violant, bah, il faudrait le faire. C'est chouette, hein? Oui? Sur la vie pratique, il y a un aussi grand rejet de la morale. C'est pas de rejet de la morale. Comme je vous dis, il n'y a pas de grande distinction entre le bien. En fait, le mot bien est ambigu entre ce que nous on appellerait le bien moral et le bien prudentiel. Donc à partir du moment où Épicure trouve qu'il a défini l'idée que le seul truc qui est bien, c'est le plaisir, il s'ensuit naturellement. Par exemple, si vous êtes hédoniste aujourd'hui, il y a encore des hédonistes aujourd'hui, mais les hédonistes aujourd'hui, vous direz, voilà, moi ce que je défends, c'est que la seule chose qui est bonne pour moi, c'est le plaisir, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des devoirs moraux qui sont bien au sens général. Ok. On peut distinguer le fait que je suis hédoniste, je pense que ce qui est bien pour moi, c'est juste le plaisir, mais je dois quand même sacrifier mon plaisir de temps en temps pour faire le bien moral. Mais Épicure ne peut pas faire cette distinction parce que c'est un seul mot bien à l'époque pour les deux. Donc à partir du moment où il a défini l'idée que le bien c'était le plaisir, il n'y a plus de place pour dire oui, mais il y a un autre type de bien qui serait le bien moral en fait. C'est vraiment un problème qu'on a en lisant la philosophie de l'Antiquité, c'est que sa distinction qu'on fait naturellement, elle n'est pas faite dans les termes en fait. Donc effectivement, Épicure part d'un truc sur lequel on pourrait être tout à fait d'accord. La seule chose qui est bien au sens de bonne, c'est le plaisir. Et il en conclut, bah, du coup, il faut que faut que vous soyez purement égoïste. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour faire cette distinction, en fait. Oui.
si on a de la douleur, il faut alors, compenser ça avec le plus de plaisir possible. Mhm. Mais par contre, quand on n'a pas de douleur, bah, là, il faut plutôt se contenter du minimum. Ouais. Alors, je vais finir là-dessus pour aujourd'hui. Plus vous faites du minimum, plus après, on va aussi profiter des plaisirs lors d'un bon repas, d'en manger les choses simples. Exactement. Et ensuite, mieux Bah, profiter dans nos repas. l'idée d'Épicure, en fait, c'est toujours j'en ai pas encore parlé, mais je vais finir là-dessus, c'est cette idée qu'il existe des plaisirs immobiles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour les Cyrénaïques, vous allez profiter de votre bon repas, vous êtes tranquille chez vous, et là, vous n'accumulez plus de plaisir. Hein, si vous restez chez vous tranquille, vous n'accumulez pas plus de plaisir. Donc, vous n'êtes pas en train de chercher la vie bonne, en fait. Il va falloir commencer à sortir pour trouver d'autres plaisirs. Pour Épicure, une fois que vous avez satisfait les désirs de base et que vous êtes chez vous, vous goûtez au plaisir immobile. Ce que dit Épicure, c'est qu'une fois que vous êtes tranquille et que vous ne goûtez pas que vous ne souffrez pas, le seul fait d'être peinard compte comme du plaisir, en fait. Donc, chaque seconde que vous passez tranquille dans votre canapé à ne rien faire, vous accumulez de plus en plus de plaisir. Et c'est un plaisir qui coûte rien, en fait. Ça coûte juste le fait d'avoir les trucs minimaux satisfaits. Et donc, c'est la meilleure, littéralement, c'est la meilleure strate pour avoir le plus de plaisir. C'est le hack d'Épicure, c'est de dire, non, mais c'est vraiment ça, c'est un peu la grande réalisation d'Épicure, selon lui, c'est de dire, les gens se trompent en pensant qu'il faut aller faire plein de trucs et tout plein d'activités pour avoir le plus de plaisir. Non, parce qu'il existe un pur plaisir d'exister tranquillement chez soi. Et non seulement c'est le plus facile à obtenir, parce que ça consiste à rien faire, et en plus, c'est le plaisir le plus continu. Parce que la plupart des autres plaisirs, vous ne pouvez pas vous pouvez pas les continuer sur des heures et des heures. Tandis qu'être tranquille chez vous, à goûter le pur plaisir d'exister, ça, vous pouvez faire ça toute la journée, hein. Il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'il y a une sorte de plaisir calme, quoi. Oui? Alors, c'est compliqué. Par exemple, les stoïciens croient en Dieu, il n'y a aucun problème, mais c'est juste Dieu sous une apparence qui est un peu différente de celle des mythologies. Bah alors, c'est pas superficiel. L'idée, c'est vous liez le fait de croire en Dieu au problème d'être superficiel. Mais par exemple, les épicuriens disent, ouais, le fait de ne pas être superficiel, je veux dire. Par exemple, Aristote, lui, dit, ouais, ben, les dieux sont comme moi, quoi. Et les épicuriens disent un truc comme ça, ce serait un peu le long de rentrer dedans, ils disent, peut-être que les dieux existent, mais si les dieux existent, ils sont parfaits. S'ils sont parfaits, ils sont heureux. Et qu'est-ce qu'ils font s'ils sont heureux? Ils s'en foutent de tout. Ils restent dans leur coin tranquille à rien foutre. C'est ça. C'est pas, c'est le modèle divin, c'est ça. C'est eux, ils visent un modèle divin. Aristote vise un modèle divin, les stoïciens visent un modèle divin, mais les dieux tels qu'ils sont conçus, vous trouveriez les dieux tels qu'ils les conçoivent un peu superficiels. Parce que c'est clair que pour tous les philosophes de l'Antiquité, les dieux n'en ont rien à foutre de nous. Bah, c'est parce que vous partez un peu de cette idée que Dieu est amour et qu'il doit s'occuper des gens. Mais pour les philosophes d'Antiquité, il y a vraiment ce raisonnement que tous les philosophes maintiennent, à part les stoïciens, c'est que, vous pouvez partir, hein, si vous voulez, les dieux sont par nature parfaits. C'est vraiment l'argument qu'on trouve chez Épicure, chez Aristote. Les dieux sont par nature parfaits. D'accord? S'ils sont parfaits, ils ne manquent de rien. S'ils ne manquent de rien, ils ne désirent rien. S'ils ne désirent rien, ils n'ont strictement aucune raison d'agir. Donc, par sa déduction, on comprend que si les dieux existent, ils passent leur vie dans leur coin à rien faire et surtout, ils n'ont aucun intérêt à s'occuper des affaires humaines. Et donc, le modèle divin pour les philosophes de l'Antiquité, à part les stoïciens, j'y reviendrai, c'est vraiment ce Dieu qui est dans son coin, tranquille. Alors, il contemple la vérité ou il goûte le pur plaisir d'exister, selon si vous êtes aristotélien ou épicurien. Et ben, ça fait partie de la perfection des dieux qu'ils n'en ont rien à faire de nous. Et donc, effectivement, le modèle de ces écoles, le modèle divin de ces écoles, c'est pas l'amour et l'aide du prochain, quoi. C'est une sorte. Bah, c'est compliqué parce que, comme je vous dis, il y a pas de. Si, il y a de l'éthique parce qu'ils réfléchissent à comment vivre leur vie et comment vivre leur vie au mieux, quoi. C'est ça l'éthique avant tout, quoi. Mais effectivement, quand on plonge vraiment dans les philosophes antiques, pas sur l'image qu'on en trouve un peu dans la littérature populaire, si on voit vraiment leurs textes et ce qu'ils conseillent, comme je dis, je vous montrais les textes d'Épicure où il dit si c'était possible de commettre des crimes et d'en tirer du plaisir sans se faire choper, il n'y aurait aucun problème, il faudrait le faire. La seule raison de ne pas le faire, c'est que vous ne pouvez jamais être sûr de ne pas être chopé.